Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du Soundcheck Podcast Studio. Très heureux de vous savoir à l'écoute encore une fois. Et je remercie d'entrée de jeu Radio Crash. Si vous voulez l'exclusivité audio de ce podcast-là, allez télécharger l'application Radio Crash et vous allez avoir tout le contenu du Soundcheck Podcast Studio. Aujourd'hui, on va à la rencontre, chose promise, chose due, à prime abord. On rencontre une première répondante. C'est la première fois qu'on ouvre le podcast au premier répondant. Et si vous êtes un premier répondant, vous avez envie de partager votre histoire, votre parcours et vos défis, communiquez avec la TVC 22 ou à Steven Bilodeau, humoriste. Mais aujourd'hui, j'ai l'honneur de rencontrer une femme qui vient d'une famille militaire. Donc, on ne sera pas très dépaysé. Famille militaire, c'est une infirmière clinicienne qui aussi a à dealer avec un état de stress post-traumatique. Puis d'entrée de jeu, je vous la présente, Mélissa Bédard. Bienvenue sur le Soundcheck Podcast. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Beaucoup de routes pour venir nous voir ici dans l'Est ontarien parce qu'on tourne dans les studios de TVC 22. Fernand? Oui. T'as décidé de t'établir proche d'une base militaire parce que tu m'as dit pratiquement toute ma famille sont dans le service, puis d'entrée de jeu, on va leur souhaiter, on va les remercier pour leur service. Et merci d'être là. Ça fait plaisir. La base de Fernand, on a tous, ou à peu près tous, passé par là. Oui, c'est sûr. Exactement. Donc, de chez vous, tu entends des paf-paf? Ah ouais. Okay. Ah ouais. Les cordes, des fois, ils peuvent être un peu déplacés. Là. Ouais. Les hélicoptères. Mais tu sais, moi, je viens de Saguenay, fait que je suis habituée d'entendre les F-18. Là. Mm-hmm. Fait que les hélicoptères, c'est un petit peu moins pire, mais ouais, on entend beaucoup. Donc, tu as fait partie, tu as suivi ta famille. Ton père et ta mère ont servi. Les deux sont retraités aujourd'hui? Oui. Donc, tu as suivi un peu les mutations que tes parents ont dû subir au cours de leur carrière. Ouais. Ça a-tu été quelque chose de difficile pour toi? Nous autres, on a été excessivement chanceux. Là, on a déménagé qu'une fois. C'était, dans le fond, ils travaillaient à Bagotville. Mm-hmm. Puis on a déménagé après ça pour la base de Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait qu'on a déménagé une fois. Mais rien qu'une fois, ça peut laisser des traces quand même. Là. Fait que j'imagine pas et je lève Qu'est-ce qui a été ton plus grand défi comme enfant de militaire? C'est peut-être l'éducation, des fois, qui peuvent diverger un peu de... Changement d'école? Le changement d'école, ça a été très difficile. Là, tu me disais qu'au Saguenay, il ne parle pas bien, puis il est rendu à Saint-Jean-sur-Richelieu, tu comprenais tout? Non. Le monde ne me comprenait pas. Mais non, j'ai été quand même chanceuse, mais c'est sûr, c'est toute une adaptation. C'était adolescente à 14 ans, là, c'est comme la fleur de l'âge. Là. Fait que de perdre tes amis, puis de refaire des amis, c'est pas toujours évident. Ouais. Fait qu'avec un accent, ça a l'air niaiseux, mais c'est un accent, les termes sont pas tout le temps pareils, puis tout ça. Est-ce que tu as été capable de conserver tes amitiés au fil du temps avec les réseaux sociaux? Non, ça a été un bout de temps quand même assez long, mais non, à un moment donné, on prend des chemins différents. Est-ce que tu aimerais ça rentrer en contact avec ces gens-là que tu as connus à l'époque? Je serais curieuse des fois de voir... C'est une bonne place pour l'annoncer, si tu as envie que les gens te contactent. Mais j'aimerais ça, d'entrée de jeu, qu'on parle d'une situation qui t'a amené dans un état de stress post-traumatique. Ouais. On peut voir des marques aussi sur ton visage. Tu m'as dit que j'ai plus de jugulaire. De jugulaire. Jugulaire. Ouais. Jugulaire. Merci, l'infirmière, de me ramener à l'ordre. Ouais. J'aimerais ça qu'on parle de cet incident-là au début parce que ça l'a marqué, ça l'a teinté ta vie au travers de ton rôle de maman. Ouais. J'aimerais ça qu'on parle de cet incident-là. Tu es dans un spa. Oui. C'est ça? Donc, tu es supposé être là pour relaxer, avoir du plaisir. Ouais. Il y a de l'alcool? Oui, évidemment. Là, ouais. Je ne veux pas dire que c'est ta faute en disant que l'alcool, je veux juste dresser un portrait. Mais oui, il y en avait. Puis mon conjoint, lui, il était sorti parce que c'était comme notre lieu où ce qu'on pouvait se retrouver un peu, mais où ce qu'on pouvait aussi relaxer avec ma vie de maman mouvementée. Oui. Parce qu'on va en discuter tout à l'heure, tu as une enfant handicapée. Oui. Elle a un retard de développement global sévère, là, oui. Puis elle est épileptique. Oui. Ouais, fait que... Et tu as aussi grandi avec une sœur. Handicapée, oui. Handicapée. Donc, c'est votre endroit où est-ce que vous décrochez, que vous retrouvez, en fait, toi et ton conjoint. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là?
Mon conjoint, il se lève parce que, tu sais, évidemment, parents disent que les enfants font dodo pendant ce temps-là. Fait qu'on avait tout le temps une caméra avec nous. Puis, il y a un enfant qui s'est réveillé. Fait que mon conjoint, lui, il s'est levé du spa puis il est allé voir l'enfant qui pleurait. Puis, moi, dans le fond, j'ai décidé de sortir du spa. Puis, pour faire vite, j'ai pris mes 2 verres de vitre. Ne jamais faire ça. C'était des coupes de vin? C'était des verres, un verre Coca-Cola, tu sais, le standard, là. Petit verre bien fin, là, avec, une coupe de vin. Puis, dans le fond, je suis sortie avec les 2 verres pour faire vite. Puis, j'ai enjambé mon spa. J'ai mis mon pied trop près de la marche. La marche, elle a glissé. Fait que ça l'a fait en sorte que j'ai chuté, dans le fond, vers l'avant. Fait que le verre qui était dans ma main, en fait, dans cette main-là, a tout lacéré, dans le fond, thorax, cou, visage. Puis l'autre, il est allé se frapper contre mon œil. Fait qu'il n'a jamais cassé. Fait que c'était probablement quelqu'un qui me protégeait en haut, là, parce qu'il n'a jamais cassé. Fait que ça l'a empêché probablement la vitre cassée de rentrer plus profond, parce que j'avais la carotide à côté, là, veux pas. Puis c'est ça. Je me lève, j'entends un flot qui coule. C'était le son du sang qui sortait de la jugulaire? Oui. Tu as le droit de me taper ses doigts. Puis dans le fond, je me suis touchée. Puis à ce moment-là, j'ai vu que ma main était pleine de sang. C'était du sang quand même en bonne quantité. Là. Ça gicle pas mal. Fait que j'ai été capable de prendre mes forces puis d'aller jusqu'à la porte patio. Il faut se rappeler, mon chum, il avait été voir ma fille en bas dans le sol. Fait que moi, donc, lui, il n'a aucune idée que tu as un incident. Je ne sais pas c'est quoi qui se passe. Fait que j'ai ouvert la porte patio. Puis. Attends un petit peu. J'imagine que tu te mets la main pour arrêter le saignement. À ce moment-là, tu es déjà infirmière, donc tu sais que c'est quoi les soins à prodiguer. Es-tu en mesure de crier, parler? Non. T'es parce comme que j'ai perdu... en mode opération, genre je suis au travail et je me gère. Je me gère, puis j'étais vraiment, vraiment très calme. Ce qui est vraiment très bon parce que ça maintient aussi ton rythme cardiaque plus bas, ta pression, tout ça. Fait que j'ai été jusqu'à la porte patio, puis en ouvrant la porte patio, mon conjoint montait en bas dans le sol. Puis, j'ai dit d'appeler l'ambulance. Puis, moi, il faut le nommer, ma fille est épileptique. Fait que les 2 filles dormaient ensemble. Ma fille aînée, celle qui est épileptique, puis mon autre fille, puis ils venaient d'aller les voir. Fait que moi, j'étais là, appelle l'ambulance. Fait que mon chum ne comprenait pas. Il était là, voyons, appelle l'ambulance. Je viens d'aller voir Océane, qui est ma fille épileptique. Puis, elle n'a pas fait de crise. Tu sais, elle est correcte, je viens d'aller la voir. Donc, puis pourquoi appeler l'ambulance? Ce temps-là, il s'approchait. Puis, moi, j'étais marée de sang, là. J'étais vraiment pleine de sang. Je me tenais et à ce moment-là, plus qu'il s'en venait vers moi, plus que j'ai commencé à m'affaiblir parce que là, j'étais plus seule avec moi-même à me gérer. Là. Puis, donc, il y a un état de choc qui s'installe à partir de là. Oui, je me suis couchée par terre. Tu as une baisse de pression. Puis, pendant ce temps-là, j'ai arrêté de me tenir. Fait que j'entendais le sang, dans le fond, qui coulait à travers mes lattes de patio puis qui frappait le gravier en dessous, comme de la pluie. Fait qu'à ce moment-là, j'ai perdu beaucoup de sang. Fait que mon chum, il appelle l'ambulance. Il y a des tactiques aussi qu'on a développées à travers le temps aussi. Dans le fond, mon chum, lui, met tout le temps le téléphone cellulaire à la même place. Comme ça, s'il faut appeler, peu importe la situation qui arrive, le téléphone, il est là, tu le cherches pas. Parce que vous êtes habitué de faire de la gestion de crise avec votre enfant. Oui. Puis là, à ce moment-là, ton mari, tu m'as dit qu'il était monteur de ligne, hein? Oui, monteur de ligne chez Hydro-Québec quand même, là. Fait que, tu sais, il y avait ses cours de secourisme, tout ça. Puis il y a une capacité d'autogestion qui est très calme, très posée, tu sais, puis tout ça. Fait que là, à ce moment-là, il appelle les ambulanciers, puis les ambulanciers sont arrivés. Puis, tu sais, je me rappelle très bien, là, je regardais en haut, puis il y avait les étoiles, puis j'étais méga calme, là, très, très calme. Est-ce que tu avais peur de mourir à ce moment-là? Jamais eu peur de mourir, non. La vitre, au moment de l'impact, est-ce qu'elle s'est retirée complètement ou il y avait encore des morceaux qui étaient... Ça serait demandé au chirurgien, mais il devait avoir des morceaux, j'imagine, parce que, tu sais, je suis très lacérée partout, là. Fait que c'est sûr... Tu m'as dit thorax, cou. Visage. Tu sais, j'ai la cicatrice ici. Puis, c'est sûr que je devais en avoir des bouts de vitre parce que sur la surface, très, très surface, là, des fois, ça m'arrivait encore d'enlever des morceaux là, après l'incident. Puis, j'ai été consciente tout le long. Vraiment consciente tout le long.
Puis quand, dans le fond, les ambulanciers sont arrivés, ça faisait 2 semaines qu'il y avait eu la formation pour l'utilisation d'un pansement compressif, mais un pansement... Ce qui était une nouvelle technologie dans le monde ambulatoire? Des ambulanciers c'est ça qu'ils m'ont dit, ils m'ont expliqué ça. Puis ce pansement-là, en soi, il y avait un peu comme dans l'armée, je pense, pour cautériser, pour arrêter le saignement. Oui. Fait que ils m'ont mis ça. Ça l'a brûlé, ça l'a fait très mal. Tu parles du quick lock qu'on utilise sur les champs de bataille pour aller arrêter, coaguler, c'est ça. Ouais. Puis avec le pansement compressif, écoute, je vais toujours m'en rappeler, l'ambulancier, c'était tellement drôle parce qu'il était à ma tête. Fait que la seule affaire que je voyais, c'était ses trous de nez. Fait que j'ai fini par le surnommer trou de nez. Y avait-tu du poil dans le nez? Peut-être un peu, je sais pas. Il était jeune en fleur de l'âge en plus. Là, il était quand même... c'était pas des vieux ambulanciers très réactifs, super bons, méga calmes. Ils ont été obligés de demander l'aide aussi du service de la Sûreté du Québec parce que là, j'étais un très gros cas. Oui, tu venais de perdre beaucoup de sang. Énormément. Ouais. Quand ils sont arrivés, je pense que ma pression était à 40. OK. Est-ce qu'ils t'ont donné... Ils ne peuvent pas donner du sang dans l'ambulance, hein, je pense. Ils ne peuvent pas. Même pas donner de produits en tant que tel, de poche, exemple de soluté ou des choses comme ça. Pour me réhydrater, ils ne pouvaient même pas le faire. Fait que eux, c'était une course contre la montre. Là. Fait que, mais le pansement, dans le fond, trou de nez, ils ne pouvaient pas lâcher. On salue trou de nez, puis on leur remercie pour son service. Ils ne pouvaient pas lâcher. Ouais. Dans le fond, mon cou, parce que s'ils lâchaient, en fait, je pouvais recommencer à saigner à n'importe quel moment. Fait qu'ils m'ont transporté. J'aurais pensé qu'on doit clamper la veine principale, non? Non, ils ne peuvent pas clamper, en fait. Ils ne sont pas outillés, exemple, à ouvrir plus profond ou être en mesure aussi d'aller clamper en tant que tel. Parce qu'il y a une rétraction de la veine aussi qui se fait au même moment. Probablement. Puis, tu sais, veux pas, moi, c'était de la vitre. Fait que ça, tu sais, oui, ça a pu lacérer quand même assez droit, mais ça a pu aller en dents de scie puis tout ça. Fait que c'était la technique qu'il y avait, en fait, de coaguler avec le pansement. Puis, moi, habitant à Farnham, c'était un cas vraiment important. Fait que j'ai été transférée, dans le fond, à McGill en urgence. D'habitude, ça prend 1 heure aller à cette place-là. Avec les policiers ont escorté. De policiers, oui. Oui, escortés. Puis, ce que je me rappelle que je disais sans arrêt, parce que j'ai resté consciente tout le long, jusqu'à temps qu'il m'endorme. Puis, j'arrêtais pas de dire, c'est pas mon chum qui m'a fait ça. C'est pas mon chum qui m'a fait ça. Puis j'ai pas essayé de me suicider parce que j'étais dans un moment tellement difficile dans ma vie que... on aurait pu suspecter. On aurait pu le suspecter. OK. Puis toi, c'était dans ta tête, ça? Oui. Moi, il fallait absolument que je déculpabilise mon chum puis que je le mentionne que c'était pas ça parce que si j'allais... Mais la première question des ambulanciers, c'était pas qu'est-ce qui s'est passé? Même pas. Quand ils ont vu la quantité de sang, là, ils ont demandé à mon chum, ils ont écouté son récit puis c'était... Tu sais, j'ai tombé. Puis là, je faisais juste dire j'ai tombé du spa. Ouais. Fait que. Puis je voulais pas non plus qu'ils se disent que c'était une cause de la mort qui n'était pas ce qui était arrivé réellement. Ouais. Puis là, j'arrive justement au MGH à Montréal, puis ils m'ont pris vitesse grand V. Là. J'étais attendue, premièrement. Puis, j'arrêtais pas de parler parce que moi, je parle pas anglais pantoute, là. Puis la personne à ma tête, l'urgentologue, probablement, le traumatologue, là, c'est pas trop de nez. Lui, il s'appelle comment? Je sais pas. T'as pas donné des noms à tout le monde? Non, j'ai pas. Non, lui, il avait pas de nom. Okay. Mais j'arrêtais pas de dire, je comprends pas ce que tu me dis. Tu parles en anglais, puis là, il était là. Quand que je vais te parler, moi, te parler en français pour l'instant, genre, je te parle pas. Puis après ça, je me rappelle plus de rien. Fait que d'après moi, il m'a endormi, là, parce que j'étais allée en salle d'op pendant 2h30 comme faux. Après ça, soins intensifs, je me réveille intubée. Réflexe de vouloir m'extuber. Puis après ça... Pourquoi? Parce que tu avais de la difficulté à vivre avec l'intubation? Oh, c'est difficile, là. T'étouffes. T'as l'impression, c'est un gros tube. T'as l'impression que... Puis il diminue aussi, qu'est-ce qui est sédatif, tout ça, là. Fait que quand tu te réveilles, là, le réflexe que t'as en premier lieu, c'est vraiment d'aller arracher, ouais. Fait là, que tu pourrais faire plus de dommages si tu faisais ça? Oui. Ouais. Puis, heureusement, j'ai pas eu, à part des tendons, des ligaments, des affaires comme ça, j'ai pas eu, autre chose qui ont été, exemple, ça aurait pu être la trachée, ça aurait pu être la carotide, ça aurait
aurait pu être, tu sais, j'ai manqué de passer bord en bord de ma joue aussi, tu sais, ça n'aurait pas été la même réhabilitation, on va se le dire. Ouais. Là. Juste pour le bien-être des auditeurs, la carotide, c'est une artère plus importante que la jugulaire? Oui. D'habitude, une artère, la carotide, tu te vides Ça aurait été fini. quelques secondes, c'était fini. Là. OK. Donc, tu as quand même été chanceuse dans ta malchance. Oui. Mais tu sais, mon chum, il aurait pu me retrouver vidée en avant du spa si j'avais pas eu le réflexe de me tenir aussi. Exactement, oui. Heureusement. Puis mes enfants, ils ont encore leur maman aussi. Oui, exactement. Ton chum, il a gardé son calme tout le long également? Il était tellement bon, là. Ouais. Il était impeccable, vraiment. Tu sais, de voir ta conjointe, la mère de tes enfants, qui arrive dans cette situation-là, tu sais, ça aurait pu être... il aurait pu prendre panique. Puis de ne pas être capable d'assister pour l'appel 911. Puis de transmettre les informations, parce que c'est lui qui a le fardeau d'expliquer c'est quelle situation qu'il y a devant lui. Oui, il y a eu le réflexe de mettre une serviette aussi parce que ça venait trop le heurter. Ouais. Fait qu'en cachant cette partie-là, ça gardait son sang-froid aussi, puis tout ça, tu sais. Ouais. Fait que... puis je lirais tellement... que ma voisine en face m'entendait quand elle a vu tout le brouhaha. Puis elle pensait que j'étais en train d'accoucher. OK. Oui. Parce que comme pour me garder... tu faisais des bruits. Oui, des bruits de bouche pour comme me garder un peu consciente de tout ça. Oui. Puis, pas de difficulté à émettre des sons? Non, c'était correct à ce niveau-là? Oui. OK. Oui. Fait que la procédure intervention chirurgicale? Oui. Plus qu'une? Oui, parce qu'il y a eu ma main qui a été lacérée. Quand je m'étais réveillée, ils ont traité ça. Oui. Mais tous mes doigts, ils étaient lacérés, coupés. Ouais. Puis, il a fallu que j'aille une plasticienne spécialisée au niveau des mains pour être capable de reconnecter mes nerfs puis des ligaments. Il était sectionné. Oui, wow. Il était sectionné. Okay. Tu aurais pu ne plus être capable d'avoir une dextérité manuelle, d'être capable de bouger les doigts. J'ai une perte de sensibilité, là, mais c'est pas mal la seule affaire que j'ai eue. C'est sûr qu'au niveau d'ici, j'ai de la perte de sensibilité, j'ai de l'hypersensibilité, de l'hyposensibilité aussi. Explique aux gens la différence entre l'hyper et l'hypo. L'hypersensibilité, c'est que tu vas avoir vraiment, on va te toucher, la réaction est vraiment absurde, tu as vraiment mal. Puis, hyposensibilité, c'est que je vais te toucher et tu le sentiras pas. Donc, tu vas être numb. Fait un peu. On le sent pas. Okay. Fait que, ouais. Pendant ce temps-là, ton chum doit s'occuper des enfants à la maison. Il n'a pas le choix, donc il ne peut même pas te suivre dans l'ambulance, suivre en milieu hospitalier. Oui, puis mon conjoint, dans le fond, il disait, tu sais, si j'appelle sa mère, je vais la mettre en panique, là, tu sais, puis je veux qu'elle demeure disponible pour aller auprès de Mélissa. Puis, tu sais, en même temps, moi, j'étais une Jane Doe à l'hôpital, fait qu'il essayait d'appeler, mais il n'y avait pas de Mélissa Bédard à l'hôpital. Ton enregistrement n'avait pas été fait. Mon enregistrement, il n'avait pas été fait. Ouais. Fait que quand il appelait, il n'y avait pas de nouvelles. Puis jusqu'à temps qu'un répartiteur dise « J'ai une Ginette inconnue de 33 ans, mais j'avais 32, qui est présente. Fait que ça doit être elle. Puis j'ai pas de décès constaté pour le moment. Okay. Fait que lui, il avait ça dans sa tête. Puis sa mère est venue avec mon beau-père, dans le fond, là, venir à sa rescousse pour venir garder des enfants. Oui, exactement. Puis qu'ils puissent se rediriger ensuite à l'hôpital. Ça arrive en quelle année? 2024 en mai. Donc, c'est récent. Oui. As-tu une assez bonne distance aujourd'hui avec cet événement-là? Quand même. Il y a eu beaucoup de regrets, dans le sens de, tu sais, voyons donc, pourquoi je suis sortie avec des verres de vitre dans les mains? Puis que, tu sais, puis en même temps... Pas d'appui. Pas d'appui. Avec un siège dans un spa qui est un peu rond. Juste un peu rond, tu sais, le pied sur le bord de l'échelle. Mais en même temps, un accident, c'est un accident. J'ai déjà planté dans mon spa à cause de ça aussi. Puis le monde n'y pense pas. Parce que, tu sais, on va dans des piscines publiques ou dans des... Peu importe, on n'a pas le droit de la vitre. Mais chez nous, là, on ne prend pas le temps là, de se dire « Oh, je me suis servi un verre de vitre, fait que je vais le transférer dans un verre de plastique. » Donc, première sensibilisation aujourd'hui, verre de plastique sur le bord de la piscine et du spa. Ça a été une leçon qui t'a amené problème de santé mentale. Tu as été diagnostiqué avec un état de stress post-traumatique. Qu'est-ce que... je sais que tu as fait beaucoup d'introspection là-dedans. Qu'est-ce qui a créé cet état-là? L'état de PTSD? Oui. En fait, c'était que j'avais sans arrêt des flashbacks de ce qui était arrivé.
La chute ou l'état final? La chute. OK. Pour ce qui est du moment, là, je vais parler plus du moment, je n'étais même pas capable de me laver. Ma mère, il a fallu qu'elle m'accompagne parce que juste le fait d'avoir la débarbouillette sur moi, je ne peux pas prendre de douche, tu sais, juste de prendre la débarbouillette sur moi puis de sentir l'eau fraîche sur moi, ça me ramenait à quand que j'étais dehors, pleine de sang, que ma peau, j'avais froid parce que c'était mouillé. Oui. D'entendre la pluie sur du gravier, c'était comme d'entendre mon sang qui coulait sur le gravier. Fait que ça, il a fallu que je fasse beaucoup, tu sais, de me parler. Tu avais des déclencheurs beaucoup. à ce niveau-là? J'avais des déclencheurs. Première fois d'ouvrir la douche chez nous, j'avais peur, tu sais, de... il fallait que je me parle beaucoup. Puis après coup, c'est de te voir le visage. Tu sais, aujourd'hui, il est beau, là, mon visage, là, mais c'était pas très beau, là. J'avais des points, j'étais hyper enflée. Je me disais, mon Dieu, si je ressemble à ça toute ma vie, ça va être catastrophique. Tu sais, c'est l'image. Avais-tu des pensées que, est-ce que mon chum va me trouver encore belle? Oui. Ah ouais, mes enfants. Les enfants. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu sais, moi, c'est mon image. Tu sais, je veux dire, quand que je m'en vais soigner des gens ou que je m'en vais les traiter ou quoi que ce soit, la première chose qu'on voit, c'est le visage. Tu sais, il y en a certains qui s'en rendent pas compte, il y en a d'autres qui posent des questions, puis que je suis très à l'aise de leur répondre tout ça. J'imagine que tu as une version plus courte pour eux autres. Oui, vraiment, vraiment. Là. Mais ouais, ça apporte des fois des questionnements, tout ça. Puis, tu sais, veux pas, c'est toute la perte aussi, c'est un deuil, là, tu sais, au niveau, tu sais, de la sensibilité, l'hypersensibilité aussi, où ce que je réagis trop sur certaines affaires, tu sais. Fait que, ouais. Fait que en fait, tu as grandi dans un environnement militaire, puis tu me disais que tu étais confronté à vivre un état de stress post-traumatique qui était différent de ceux qui ont servi dans l'armée. Mais on peut voir que les symptômes sont très similaires. Les déclencheurs peuvent être, en tout cas, la méthode de déclenchement peut être aussi très, très similaire. Donc, est-ce que tu as eu... comment je pourrais dire ça? Est-ce que tu as cru à un moment donné que, justement, cet événement-là qui t'a amené à être diagnostiqué PTSD n'avait pas sa raison d'être par rapport à un événement traumatique, exemple, que tes parents ont pu subir en service? Oui, vraiment, parce que moi, je suis entourée d'une famille militaire, puis il y avait plusieurs, tu sais, c'était vraiment... pas juste des 22, mettons, là, qui s'en vont en guerre ou des personnes. Parce que ton papa était 22. Mon père, il était technicien en avionique. Mon oncle, son frère, lui, oui, était 22. Puis il avait fait beaucoup de tours. Il est allé en Bosnie. Ça l'a marqué, ça l'a écorché, puis tout ça. Fait que, tu sais... Tu le croyais pas légitime, ton PTSD? Non, je le croyais pas légitime. Ça, c'est bien dit. Puis, tu sais, moi, je me disais, il faut que tu arrives, exemple, à un accident d'automobile, que tu vois des gens, tu sais, mettons, massacrés, puis que là, ça va l'être. Mais, tu sais, de moi à moi, je trouvais ça vraiment difficile. Je trouvais ça vraiment... c'était vraiment difficile à accepter. Puis, il a fallu même que, parce que j'en étais pas mon premier, il a fallu même que je pile sur mon orgueil, puis que je décide de demander de voir un psychiatre parce que ça faisait... déjà quelques temps qu'on essayait des molécules, de la médication, puis tout ça, mais ça diminuait pas, en fait, les symptômes de mon premier PTSD. Ton premier était plus dominant que le deuxième? Le deuxième, j'ai laissé moins aller, mettons, que le premier. Tu l'as pris en charge plus rapidement. Oui. Ton premier, on va en parler tout de suite, c'est en fait l'arrivée de la maladie de ta fille. Oui. Raconte-nous un peu la maladie de ta fille, puis après ça, qu'est-ce qui a amené le problème de santé mentale? Oui. Dans le fond, ma fille, un petit bébé COVID 2020, elle se développe super bien, tout va bien. Jusqu'au jour où on attrape la COVID. C'est une semaine avant que j'accouche de mon garçon. Fait que mes parents... Ton garçon, c'est ton deuxième enfant? C'est mon troisième. Parce que j'ai eu 3 enfants. On va le nommer en 27 mois. Oui. C'est énorme. J'ai l'impression que chez vous, ça ne prend pas de break. Non, déjà en partant. Mais c'est ce que vous souhaitiez, faire une famille le plus rapidement possible? C'était vraiment voulu, c'était désiré, c'était ça qu'on voulait. Là. Puis, dans le fond, une semaine avant que j'accouche de mon dernier, j'ai contracté la COVID. Fait que mes parents, tu sais, tu peux accoucher n'importe quand. Là. Fait que mes parents, ils ont dit, écoute, on va prendre tes filles, parce que j'ai 2 filles.
Puis, on va les garder pour avoir le temps que tu puisses te reposer puis tout ça. Parce qu'il faut dire que j'avais aucune garderie. Moi, j'ai gardé mes enfants jusqu'à temps que mon dernier ait à peu près 18 mois. C'est là qu'ils ont entré en garderie. Fait que on va te donner un break, tu vas pouvoir te reposer puis tout ça, puis on va les prendre. Fait qu'ils prennent mes enfants, puis pas longtemps après, Océane, qui est ma plus vieille, se met à faire un pic de fièvre où elle chaudette un peu. Puis ma mère, elle décide de m'appeler pour me demander les dosages de Advil Tylenol. Et tout ce que j'entends, c'est mon père hurler sa vie. Que mon père hurle jamais sans aucune raison. Là, que là, je savais très bien qu'il se passait de quoi de grave. Et surtout que c'est un soldat, mettons qu'il y en a vu d'autres. Oui, c'est ça. Fait que ma mère dévale les escaliers, puis elle raccroche. Fait que moi, je sais pas ce qui se passe. J'essaie d'appeler. Il n'y a rien. Moi, je pense à plein d'affaires, comme mon père, il a peut-être fait une crise cardiaque, ma soeur, elle a peut-être tombé, tu sais. Je veux dire, je pense pas à rien d'autre que ça pourrait être autre chose, tu sais. Descends en bas, moi, pendant ce temps-là, mon chum, on décide de monter en vitesse, que c'était à 35 minutes de route quand même, là. Puis, on arrive, on tourne le coin de la rue, puis l'ambulance est là. Fait que je rentre dans la maison, je vois ma fille qui est couchée au sol, puis elle vomit de la bile. Puis elle est inconsciente. C'est un état que tu n'as jamais vu à ce moment-là. Un état comateux. J'ai jamais vu ma fille là, comme ça. Elle a toujours été 100% développement normal. Elle n'était pas malade. On n'avait pas, on n'avait pas de garderie, on n'avait pas de CPE. Fait que moi, je les avais à temps plein. Puis on faisait attention, puis tout ça. On était en pleine pandémie. Puis on l'emmène à l'hôpital. Puis à l'hôpital, ils nous disent convulsion fébrile, fait qu'une convulsion sur de la fièvre. Pas de stress, il n'y a rien là, allez-vous-en chez vous, puis ça va passer. OK. Moi, je me fais pas plus d'idées que ça. Entre-temps, j'accouche. Mais ce qui s'est passé, comment ils le définissent? Convulsion. OK. Convulsion due à de la fièvre. C'est ça qu'ils nous ont répondu. Fait que nous autres, moi, je fais confiance au personnel médical et tout ça. Fait que moi, je sors de là, j'accouche de mon garçon. La deuxième fois, on décide de marcher. On décide de se prendre une petite marche jusqu'au parc pour faire jouer les enfants et tout ça. Puis mon bébé, je peux le mentionner, là, il était très bien strappé. Il y avait 2 semaines. Puis ma fille, elle s'en va se glisser, mais elle glisse en banane. Fait que ses pieds ont côté au sol. Fait qu'elle a mal un peu, mais tu sais, sans plus. Puis elle s'en va, puis Roger Montan joue, puis elle arrive, puis elle a du fun. Puis à un moment donné, elle s'en va sur un pavillon qui est en béton. Puis elle se met à commencer à donner de saccader ses bras vers le haut, puis à un moment donné, elle tombe. Fait que moi, je pars à courir. Fait que c'est pour ça que je dis que mon bébé est très bien strappé. Je pars à courir. Je sais pas c'est quoi qui se passe. Et là, je vois ses yeux révulsés. Elle devient bleue parce qu'elle respire plus. Là, je sais pas encore là c'est quoi qui se passe. Là, je me dis peut-être qu'elle a chuté, elle a tombé, puis qu'elle est en train de faire un gros traumatisme crânien, puis tout ça. Fait que. T'as pas le mécanisme causal, là. Non, pas du tout. Puis là, on appelle les ambulanciers, mais nous, on est tout nus dans la rue. Là, on n'a pas pensé rien apporter, puis tout ça. Puis je suis très chanceuse parce qu'à Farnham, on a des méga bons ambulanciers. Dont un qui habite sur ma rue. Fait que c'est lui qu'on a eu la première fois dans notre secteur. Puis, écoute, on n'avait rien. Fait que il a proposé à mon chum, il dit, écoute, on va passer chez vous, ramasser du stock, puis après ça, on va aller... parce qu'elle était stable. Elle était dans un état stable, parce qu'on n'avait pas de carte d'hôpital, on n'avait rien, là. Fait que on arrive à l'hôpital... on rencontre, moi j'allaitais en plus, c'était excessivement difficile. Fait que mon aspect médical, nursing, je pouvais même pas participer pour comprendre ou poser des questions. Puis, tu sais, mon chum, il arrivait, tu sais, puis il m'expliquait ce qu'il en avait compris, puis ce qui avait été dit, tu sais. Puis, on rencontre l'urgentologue, puis là, l'urgentologue, il dit... Ça peut être un choc vagal relié à la douleur qui a causé une convulsion, mais il dit, prochaine fois, là, il dit, ça va être bizarre. Là, fait que, parce que là, c'était le 2e épisode? C'était le 2e épisode, oui.
Puis là, la troisième fois, ça a été un moment où j'étais en train d'être en rendez-vous médical avec notre médecin de famille. Puis mon chum m'appelle, ce qu'il fait jamais, puis il me dit « Écoute, Océane, elle est tombée endormie out of nowhere sur le divan. Ma fille, elle boycotte tout ce qu'elle peut faire pour pas dormir. » Pourquoi qu'elle veut pas dormir? Moi, mon impression à moi, j'ai l'impression qu'elle était tellement, après coup, elle était tellement en activité anormale, électrique anormale dans son cerveau, tout le temps en crise, que j'avais l'impression que quand elle se déposait, c'était souvent là, on dirait que la vulnérabilité embarquait, qu'elle avait probablement le plus de ressenti ou le plus que la crise pouvait venir. Oui, peut-être la peur de vivre la même chose. Puis là, on s'en va au CHU. On essaie d'aller au CHU. Moi, je suis là avec ma petite tante, avec mes 2 enfants, parce qu'on a décidé de monter les scènes. Le CHU, je vais juste le dire parce que à Sherbrooke, oui. C'est le centre hospitalier de l'université. Universitaire, oui, de Sherbrooke. De Sherbrooke, OK, ouais, parfait. Oui, un très gros centre hospitalier. Fait qu'on décide de monter là-bas parce que notre médecin l'a dit. Elle dit, écoute, monte là-bas, c'est la 3e fois, puis on veut comprendre c'est quoi qui arrive. Puis on rentre. Mon conjoint rentre. Moi, je suis en avant dans le petit parc avec les petits canards. Avec mes 2 enfants qui courent partout, c'est tellement un peu bizarre parce que j'étais dans un moment où c'était tragique, là, on comprenait pas ce qui arrivait, on savait pas ce qu'il en était. Puis il y avait des gens qui mangeaient, mettons, au parc parce qu'il faisait beau, ils voyaient mes enfants, ma fille se promener, courir, avoir une bonne joie pendant que on vivait probablement un des pires jours de notre vie, fait que je suis rentrée en dedans, puis au moment de rentrer en dedans, il y avait une petite ouverture de où ce que ma fille était sur la civière. Là, je la vois branchée de partout. Fait qu'il faisait un électroencéphalogramme, dans le fond, qui regarde l'activité cérébrale. Puis on se rend compte finalement que, écoute, c'est du barbouillé partout, elle est en activité anormale non-stop. Fait qu'elle est toujours en crise épileptique, puis en crise convulsive ou en épisode. Même si elle n'est pas en convulsion, tu vois que le corps réagit quand même encore à un choc. Oui, parce qu'elle avait des crises visibles. Fait que c'était soit des myoclonies, des atonies. Myoclonie, c'est un spasme. Atonie, c'est juste qu'elle restait molle. Convulsion, dans le fond... Ce qu'on voit le plus... Tonico-clonique. Ça, c'est elle, comme la communément crise du bacon qu'on appelle. Où est-ce qu'on voit quand la bave sort de la bouche? Oui, oui. Puis après, tu sais, moi, j'avais vaguement eu, durant mon cursus scolaire, j'ai quand même fait un DEP, un DEC, un bac comme infirmière, puis... Parce que tu as été préposée aux bénéficiaires, infirmière auxiliaire? Infirmière auxiliaire, infirmière technicienne, puis infirmière clinicienne. Après ton bac. Oui. OK. Puis c'était vraiment quelque chose d'éphémère. On effleurait le sujet un peu, puis après ça, c'était fini. Fait que... Tu sais, on reste, même en tant que, des fois, soignant avant, à moins que tu en aies vu pendant que tu travailles tout ça, on reste encore avec l'idée, de la fameuse crise là, qu'on voit un peu partout, là, où tout le corps shake puis tout ça. Ouais. Mais ma fille, c'était pas comme ça, là, que ça se présentait à 100%, là. Fait que... Est-ce quand même qu'il y avait des risques qu'elle se cogne la tête durant les convulsions? Ou... Oui. Donc, il y avait quand même une prise en charge qui était à faire. Tout est un risque. Elle est en train de manger, elle commence à convulser, c'est un risque. La première affaire qu'ils te disent, c'est ne mettez pas de doigts dans la bouche. On ne dégage pas les voies respiratoires à ce moment-là? Non, on ne dégage pas. Mais moi, en Puis tant que bonne maman... Si elle s'étouffe, il faut que tu fasses les manœuvres de... Ils veulent pas. Pas de manœuvre de réanimation. Pendant la convulsion? C'est après? Même après, oui. Ah oui? Quand tu appelles le répartiteur, la première affaire qu'ils vont te dire, c'est de la mettre dans un environnement, dans le fond, sécuritaire. Oui. Donc, position latérale de sécurité, la plupart du temps. Dégager l'environnement totalement. De la mettre en position latérale de sécurité si tu es capable. Parce que quand un corps réduit... Quand tu es en convulsion, tu peux pas. C'est pas évident. Puis, c'est d'être présent. Nous, on y parlait, on essayait de la rassurer. De la rassurer. Pardon, parce qu'il y a une activité cérébrale, même si le corps est en convulsion. Là, j'imagine qu'elle l'entend. Puis, bien, je pense jusqu'à un certain point, peut-être. D'après moi, elle doit l'entendre, ou du moins, elle ressent peut-être la présence en tant que telle. Fait que là, à ce moment-là, où on a eu le G en normal, c'est là que, rentre un neuro, dans le fond, pédiatre.
Puis le neuropédiatre, en fait, nous annonce tout bonnement comme ça, bien, votre fille est épileptique, puis on va commencer des médicaments. OK. Fait que toi, en tant que parent, tu dois avoir la responsabilité d'accepter les traitements qui lui seront donnés pour essayer d'arrêter ou de contrer. Mais encore là, on dirait que j'étais comme un peu dans le déni, tu sais, puis je me disais, ça se peut pas. Ça se peut pas, tout était normal, son développement il était beau. Puis moi, j'en avais une crainte à cause de ma soeur qui était handicapée, qui, elle, était née comme ça. Fait que ça m'a toujours, tu sais, je voulais, tu sais, donc mon enfant, tu sais, se développe, tu sais, dans les normes, puis tout ça. Puis c'est ce qu'elle faisait. Tu avais développé une forme d'hypervigilance en fonction du développement de ton propre enfant. Oui. Puis là, à ce moment-là, puis tu sais, la vie continue à rouler, là, les réponses, tu les as pas tout de suite, tu es dans l'attente, dans l'incompréhension, tu as d'autres enfants, tu sais, tu as d'autres enfants. Qui ont des grands besoins, parce qu'ils sont en bas âge. Et voilà. Tu l'as mentionné, tu allaitais. Oui, puis à ce moment-là, tu sais, t'es comme pris aussi en tant que maman, parce que tu te dis, tu sais, tout le temps mental que je passe à être anxieuse, à essayer de comprendre c'est quoi qui se passe. Puis j'étais dans la fleur de mon rôle de maman aussi. Là. Tu sais, ma fille, elle avait 2 ans et 4 mois, là, ma plus vieille. Tu sais. Fait que là, je me sentais aussi plate parce que je donnais moins aux autres aussi. Tu sais. Puis à un moment donné, tu rentres dans l'engrenage médical, les rendez-vous, les neuropédiatres, on commence la médication, hospitalisation. Des fois, je sortais de l'hôpital, une semaine après, je rentrais. Ça a été notre vie pendant 2 ans de temps. Des longues hospitalisations, des fois où tu arrives à l'hôpital de notre, à côté de notre ville, dans le fond, qui est de Cowansville, puis ils font un transfert interhospitalier, fait qu'ils décident de partir d'un hôpital, l'emmener à un autre hôpital qui était le CHU à Sherbrooke. T'as rien. T'as pas de linge, t'as pas de collation, t'as pas rien, tu sais. Fait que des fois, on était hospitalisés là-bas 4 jours, tu sais. Ton chum, pendant ce temps-là, il faut qu'il gère la maisonnée, tu sais. Il faut qu'il gère les enfants. Tu sais, la routine, puis tout ça, tu sais. Puis on était à 1h15 à peu près de route. Fait que tu veux pas faire descendre, tu sais, le monde. Est-ce que vous avez de l'aide de la famille? Quand même, oui. Mais c'est pas évident parce que, tu sais, veux pas, mes parents sont retraités, mais ils s'occupent de ma soeur à temps plein. Fait que ça, c'est très exigeant. On va en venir à ta soeur. Oui, très exigeant. Fait que, puis tu sais, moi, ma belle-mère, la mère à mon chum, elle travaillait à temps plein, tu sais. Fait que la vie des gens continue, tu sais. Au début, ils vont souvent être là, très présents, puis après ça, plus que le temps avance, il faut qu'ils retournent aussi à leurs obligations parce que souvent, ils ont mis sur le back burner des responsabilités, des engagements qu'ils ont pris. Ah oui, puis ils se font du sang de cochon, ils ne comprennent pas c'est quoi qui arrive, ils essaient de comprendre eux autres aussi, tu sais, avec les informations qu'ils ont, puis tout ça. Fait que c'est vraiment pas évident. Puis nous autres, moi, tu sais, j'essayais dans ce processus-là de faire 100% confiance à l'équipe médicale. Puis, tu sais, à un moment donné, on est arrivé, puis on était rendu à, tu sais, des fois 5 antiepileptiques. Là, ça, c'est la médication qu'on donne pour empêcher les crises, dans le fond, la maladie sa maladie, l'épilepsie. Puis elle était rendue réfractaire au traitement parce que ça faisait plusieurs médicaments qu'on essayait. On s'entend que le médicament, il joue sur le cerveau, fait que ça engendre plein d'effets secondaires. On avait des médicaments que c'était au niveau comportemental. Fait que j'avais l'impression de me faire voler ma fille. Parce que c'était une petite tête tellement douce, tellement fine, tellement... Tu sais, elle l'était encore, sauf que l'effet secondaire de la médication faisait en sorte qu'elle devenait agressive, elle devenait impulsive, elle devenait... tu sais, elle n'était pas bien en dedans d'elle, tout ça. Puis, tu sais, ce médicament-là, c'est toi qui le donnes à chaque jour. Tu sais? Puis, à un moment donné, arrive le moment... Tu te sens coupable des effets secondaires? Tellement. Tu n'avais pas l'impression de reconnaître ta propre fille? Non. Moi, c'est comme si pendant longtemps, là, je regardais ma fille, puis c'est comme si je voyais la maladie. Je commence à redécouvrir ma fille comme elle est. L'être humain. L'être humain qui était derrière la maladie, tu sais. C'est pas parce que je la voyais pas, tu sais, c'est juste que la maladie était tellement présente que c'était impossible de juste retrouver une parcelle de ma petite fille, tu sais. Fait que ça a été les hospitalisations puis tout ça, ça a été vraiment difficile. À un moment donné, tu arrives, OK, les 5 médicaments, ils marchent pas, tu les donnes à tous les jours, mais elle fait encore des crises, tu sais. À un moment donné, t'es comme, tu sais, on va-tu trouver quelque chose qui fait en sorte que...
Aujourd'hui, est-ce que la médication, elle est acceptable au niveau des symptômes? On est rendu... avant, c'était des crises sans arrêt. On avait des... Fait que la médication était nécessaire. Elle faisait toutes les sortes de crises. Fait que myoclonie, atonie, tout ça, comme j'expliquais tantôt. Fait que à ce moment-là, tu sais, on a transféré le dossier vers une épileptologue qui, elle, à ce moment-là, a réévalué. L'épileptologue, c'est vraiment celle-là qui est la plus qualifiée dans l'épilepsie. Je ne savais même pas que ça existait. Moi non plus, tu me l'apprends aujourd'hui. Super de bons médecins, très humaine. Puis elle est moins pour polymédicamenter, surtout un enfant. Là. Fait qu'elle va trouver d'autres stratégies. Puis en révisant le dossier, on avait eu un conseil génétique à faire. Puis c'est le généticien de l'époque nous avait dit, écoute, la mutation génétique que votre fille a là, c'est sûr, c'est pas ça. Tu sais, ça va se placer. Fait que nous, on avait l'espoir. Qu'est-ce que tu veux dire par mutation génétique? Dans le fond, il y avait, quand que elle avait un gène dans son ADN qui était une faute d'orthographe, comme on pourrait dire. OK. Fait que c'est une mutation génétique. Puis cette mutation génétique-là, il nous avait dit, mais non, c'est pas ça qui cause l'épilepsie de votre fille, C'était quoi la cause de mutation génétique? C'est toute personne peut avoir des mutations génétiques. Il y en a que ça cause des maladies, il y en a d'autres que non. Est-ce que ça peut être causé par les médicaments? Les crises ou l'épilepsie? Non, la mutation génétique. Non, c'est vraiment une empreinte sur ton code d'ADN. Mais c'est encore là, je ne suis pas spécialiste de tout ça. On est allé au bout de tes compétences. Mais tu sais, c'est sûr que quand on est rentré dans le bureau avec l'épileptologue, elle nous a dit... Puis tu sais, on avait l'espoir, nous, avant, et ça va finir par lâcher. Là. Tu sais, on ne peut pas tomber, on ne peut pas vivre ça toute notre vie. Puis on n'avait pas de médicaments qui fonctionnaient. Fait que l'épileptologue, en fait, elle a dit non. Elle dit que votre fille a, c'est la mutation génétique, puis elle va l'avoir toute sa vie. Fait que l'épilepsie, elle va vivre avec ça toute sa vie. Fait que nous, ça nous a donné un gros crash parce qu'on l'a su à peu près 1 an et demi, 2 ans plus tard. Fait que là, on embarque dans une autre sorte de traitement, qui est le VNS, qui est un stimulateur du nerf vague. Fait qu'on rentre un neurochirurgien, on le rencontre. C'est un dispositif comme un pacemaker qu'on installe sous la peau. Il y a une électrode qui va sur le nerf vague. Puis à ce moment-là, ça envoie des impulsions électriques. Électrique dit milliampérage, là. À chaque fois. C'est pas ton chum qui a plug dans le poteau puis que. Non. Puis à ce moment-là, ça, par exemple, mon chum comprenait tout. Moi, je comprenais plus rien là, quand il parlait en milliampérage, tout ça. Là. Puis là, à ce moment-là, ça a 3 fonctions. Ça fait des chocs à tous les temps de temps, aux 5 minutes normalement. Ma fille est rendue au 1,38 minutes, je pense. Fait qu'elle est quasiment tout le temps pacée. C'est aussi quand le pouls il augmente drastiquement de 30 %, ils considèrent... Parce que la crise est toujours au niveau du cerveau, puis après ça s'en va aux organes. Ça se fait très rapidement. Fait que si le pouls augmente drastiquement, ben probablement, justement, que c'est une crise convulsive. Fait que lui, il va partir tout seul. Un début de crise. Puis on a un aimant, qui est un aimant qu'on peut passer, qui, lui, va envoyer tout de suite l'impulsion pour faire en sorte que ça diminue la crise en intensité pour pas ou en attendre durée. 1 minute et quelques secondes. Oui. Puis là, on a aussi la médication, que c'est une médication intrarectale qu'on administre lors d'une crise. Après, ça a déjà été aux 3 minutes. Après 3 minutes Comment ça se fait une injection intrarectale? C'est pas évident. C'est pas évident parce que tu as J'ai même jamais entendu ça. Oui, c'est une petite cocotte qui est couchée au sol qui convulse. Fait qu'elle est raidie de tout son corps. Oui. Ce qui dit raidie, ça veut dire que d'avoir accès à l'anus. Les fesses sont contractées, l'anus est contracté. Oui. Puis là, on insère dans le fond un embout au niveau intrarectal pour administrer le diazépam, qui est une médication qui va aller... puis la muqueuse, dans le fond, pourquoi on l'administre là? C'est parce que la muqueuse au niveau du rectum, c'est très vascularisé, fait que ça a un effet très rapide. Puis nous, on est en pleine COVID. Pourquoi on prend des suppositoires pour administrer une médication rapidement? Et voilà. Ouais. Puis nous, on était en pleine COVID, fait qu'il y a eu beaucoup de ruptures de stock parce qu'avant, on aurait pu y donner au niveau nasal, intranasal, du Versed, qui est un peu de la même famille. Mais
c'était backorder, les petites choses qu'on rentrait dans les narines. Puis moi, ma fille, elle devenait complètement... elle était vraiment hors d'elle. Là. Quand elle recevait ce médicament-là, là, ça faisait un effet paradoxal. Fait qu'au lieu de la calmer, ça la rendait complètement inarrêtable, en crise, tout ça. Là, quand elle se réveillait, là, elle avait vraiment pas un bon comportement. C'était vraiment pas évident. Fait qu'en tant que parent, tu dois jongler avec tout ça, tu sais, veux pas. Énormément de défis. Où est-ce que le défi de santé mentale rentre en ligne de compte? Dès le départ ou c'est avec le temps, quand tu as l'annonce que voici le diagnostic et vous allez être pris à dealer avec ça toute votre vie? C'est avec le temps. Jamais j'aurais pensé, parce que c'était mon premier, c'était le dit premier PTSD. Ouais. Jamais j'aurais pensé Comment ça se développe? Ça se développe, hypervigilance, sans arrêt, t'entends... T'as peur constamment qu'elle fasse des crises? T'as peur de la perdre, t'as peur qu'elle meure. Parce que, tu sais, je veux dire, une crise au cerveau, si ça s'arrête pas, il n'y a plus grand-chose à faire, là. Tu sais, là, ça peut amener beaucoup de difficultés au niveau de tout son développement neurologique. Fait que là, tu dis quel impact ça va avoir. Tout au complet, tu sais. Les soins que vous allez devoir aussi prodiguer tout au long de votre vie. Oui, fait que tout ça, ça devient excessivement là, drainant, là, puis tu n'as pas de réponse. Puis tu sais, avec cette maladie-là, malheureusement, tu ne peux pas avoir de réponse. On peut supposer que, mais on n'a pas vraiment de réponse fixe. Mm-hmm. Elle, son diagnostic, c'est épilepsie généralisée réfractaire au traitement. C'est ce qu'elle a. T'sais. Toi, qu'est-ce que tu vis à ce moment-là? Moi, je comprends pas. Tu sais, j'essaie beaucoup de faire... Même avec toutes tes compétences médicales, tu as de la difficulté à comprendre? J'étais dans le néant total. Je ne comprenais pas c'est quoi qui se passait. On dirait qu'il me parlait en chinois. Quand j'étais à l'hôpital, par exemple, j'étais méga compétente. Moi, j'étais dans mes pantoufles, tout allait bien, tout était correct. Mais c'est quand j'arrivais chez nous... Surtout que tu avais beaucoup d'expérience, plusieurs formations. Ouais. Tu as réappris ce que tu avais déjà appris pour en arriver... Tonner ton enfant pour qu'elle se fasse installer un intraveineux, faire piquer. C'est toutes des choses que moi, j'étais capable, pas parce que je l'aimais pas, j'étais juste capable de me fermer ma carapace puis de faire ce qu'il fallait faire. Parce que je savais que si je la tenais pas bien, on allait peut-être la piquer 12 fois au lieu d'une fois, tu sais. Fait que, tu sais, c'est tout ça, mais quand j'arrivais chez nous, là, oh mon Dieu, là, ça me rentrait dedans. Fait que je dormais plus, j'avais de la misère à manger, j'étais pas là mentalement, tu sais, t'es tout le temps stressée, j'avais non-stop peur de la perdre. Tu sais, moi, le syndrome de la mort subite du nourrisson, elle arrêtait, là, que j'ai recommencé à avoir peur de la perdre parce qu'il y a un syndrome de mort subite aussi chez les personnes épileptiques. Je savais pas. Oui. Fait que j'essayais de pas trop chercher sur Internet parce que ça fait peur. Oui. Vraiment, là. Puis... ça a renforcé aussi ta blessure, là. Oui. Ouais. Puis que, tu sais, je pouvais attendre une mouche volée, c'était la même affaire qu'un verre qui éclatait à côté de nous. J'étais tout le temps en grosse hypervigilance. Cauchemar? Cauchemar, ça n'a aucun sens. Sommeil agité, beaucoup d'insomnie. Je dormais pas dans mon lit, je dormais avec elle tout le temps. Parce que j'avais peur, puis je dormais collé parce que je me disais, c'est pour commencer une crise, au moins je vais la sentir. Ouais. J'en manquerai pas une. Fait que c'est tout ça, cette approche-là fait en sorte que, justement, tu perds ton enfant parce que la maladie vient au-dessus de tout au complet, tu sais. Une maman qui a des rendez-vous usuels à une maman qui a des rendez-vous sans arrêt. Tu sais, c'est quasiment une job à temps plein, la gestion des médicaments puis tout ça. Fait que tout ça a fait en sorte à un moment donné que je suis allée lire, justement, parce que moi, c'était PTSD, tu vis un gros traumatisme ou sinon, t'es allé à la guerre, tu sais, ou t'es militaire, tu sais. Fait que moi, c'était ça dans ma tête. Longtemps, on a pensé que le PTSD appartenait à l'armée. Oui. Fait que moi, c'était ça dans ma tête, tu sais, c'était impossible, là. Puis, tu sais, un PTSD, c'est que t'as vu quelque chose de tragique, puis pouf, ça l'arrive, tu sais. Mais... c'est instantané. Moi, ça a été insidieux. Tu sais, ça a été sur du long terme. Puis c'est quand que ma fille, ça l'allait vraiment pas bien à la maison, que j'ai décidé de l'emmener en auto. Puis qu'est-ce que j'ai pas vu dans mon rétroviseur? Ma fille commence à convulser. Ça a été un gros choc. Ça a été difficile. J'ai pesé sa cerise jusqu'à temps que j'arrive dans le stationnement de l'hôpital. Comme dans les films, tu prends ta fille, là, puis tu traverses, là, en courant, la salle d'attente, puis que tu cognes dans la porte. Puis là, ta fille, elle s'en va dans la salle de choc parce qu'elle est en train de convulser, puis tout ça te rend très, très vulnérable. Puis, tu n'as pas le temps de t'occuper de toi pendant ce temps-là. C'est ça, je m'en allais te demander. Le couple, au travers de tout ça? C'était pas évident. On était en mode survie.
Ton chum, est-ce qu'il développait aussi des symptômes semblables? Mon chum, je peux pas dire qu'il a développé la même chose que moi. T'sais, on est 2 unités à part entière. Ouais. Et pas le même lien avec l'enfant. Je ne veux pas négliger le lien qu'un père peut avoir avec son enfant, mais le lien de la mère avec l'enfant, à mon avis, est plus mon viscéral. Conjoint, il y avait... C'est pas une chance, là, mais il y avait un peu l'innocence des connaissances médicales. Oui. Fait que ça aussi, ça l'aide. Dans ton de qu'est-ce qui peut se passer ou qu'est-ce que... Fait que, tu sais, ça, c'était pas évident, mais on était en mode survie, là. C'était affreux, là. De là que je te disais, tu sais, l'aide de la famille, des proches, puis même des organismes communautaires. Je ne sais pas si ça existe dans ton coin. On avait tellement de la misère à cause que Océane, on ne pouvait pas la faire garder par n'importe qui. Mm-hmm. Parce qu'elle pouvait faire des crises n'importe quand. Ça l'engendre des interventions médicales, d'administrer la médication ou quoi que ce soit, de passer l'aimant. Fait que, tu sais, pour les garderies, tantôt, là, j'en avais pas de garderie, là. Fait que toutes les garderies, dans le fond, qui sont dans des maisons, tu sais, des garderies communautaires ou peu importe, là, je pouvais pas y avoir accès. Parce que c'était une personne, exemple, pour 6 enfants ou une personne pour 8. Tu sais, je me verrais bien, moi, envoyer ma fille là-bas, puis qu'elle convulse, puis qu'elle soit toute seule à gérer tout ça avec les autres enfants qui sont présents, tu sais. Ça laisse des traces aussi, je veux pas, là. Fait que moi, je voulais pas que personne ait à subir ça. Tu sais, je voulais pas que personne ait, pas par honte, mais qui ait à vivre avec l'image de c'était quoi l'épilepsie, c'était quoi son vrai visage. Fait qu'à ce moment-là... Est-ce que ça se peut qu'il y avait aussi un peu de... Je fais pas confiance nécessairement à tout le monde pour l'administration de la médication s'il arrivait quoi que ce soit? Je faisais confiance, mais c'est que c'est pas évident. Tu sais, c'est intrarectal. Tu sais, c'est pas de donner une petite pompe, ça finit là. Tu sais, c'était quand même... Puis tu dis qu'elle réagit pas bien non plus à l'administration de la médication. Elle peut tomber en crise. Ouais. Fait que là, c'est une autre situation à gérer. L'hôpital, l'ambulance, l'hôpital, tout ça. Fait que... on a eu la chance, vraiment, là, d'avoir une place dans un CPE où ils ont pris mes 3 enfants en même temps. C'était la première fois que je me retrouvais seule avec moi-même. Puis là, j'ai craché. Là, j'ai craché vraiment. Je suis allée voir mon médecin. Là, j'ai dit ça va pas. Mais au début, on ne soupçonnait pas le PTSD jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'ouvre c'est quoi les symptômes d'un PTSD. J'ai fait, j'ai les toutes. Je les ai toutes. Puis, tu sais, les flashbacks de conduire en auto, voir ta fille en train de convulser, tu sais, puis je me suis développé des trucs à travers le temps. Tu sais, à cette heure, j'ai un petit miroir, parce que là, ton rétroviseur, tu peux pas juste l'utiliser pour regarder tes enfants, tu sais. T'en as besoin pour conduire. Fait que j'en ai besoin pour conduire. Fait que, tu sais, j'ai acheté un Malgré petit miroir. Malgré que les truckers te diraient non, t'en as pas besoin. Je sens tous tes miroirs. Oui. Puis, tu sais, j'ai acheté un petit miroir pour justement être capable de l'avoir, mais ça m'a pris du temps avant de checker ça. Fait que pendant tout ce temps-là, moi, je checkais tout le temps, là. Tu sais, puis juste le dormir, tu sais, moindrement. À quel moment tu as voulu prendre la santé mentale en charge puis d'aller vers les traitements? J'ai pas eu le choix parce que ça allait vraiment pas. Puis j'ai rencontré mon médecin, puis mon médecin, elle est tellement compétente, sauf que le PTSD, c'est un problème de santé mentale qui fait en sorte que ça va chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup de composantes en tant que telles. Tu sais, c'est pas juste exemple dépressif ou anxieux ou, tu sais, fait que l'hypervigilance aussi au niveau du système nerveux sympathique, tu sais, qui est dans le tapis puis tout ça. J'en ai même développé des palpitations. Tu sais, j'étais tout le temps en train d'avoir des palpitations aussi, des choses comme ça. Qui était peut-être un début de crise de panique? Même pas. C'était le PTSD en tant que tel peut apporter des symptômes de ce genre-là. Okay. Fait que quand que j'ai eu mon hospitalisation au MGH à Montréal de mon accident, c'est là que j'ai décidé de mettre un genou à terre puis de dire là, j'ai besoin d'aide parce que ça va pas. Puis du pourquoi que je disais j'ai pas essayé de me suicider, c'est parce que mentalement, ça allait vraiment pas bien. Fait que j'ai décidé de vraiment mettre un genou à terre puis de me dire, là, j'ai pas le choix. Là. C'est quoi tes méthodes adaptatives? Est-ce que l'alcool t'est impliqué? Est-ce que... Oui. Donc, vous êtes un peu automédicamenté au travers de tout ça? Moi, oui. Okay. Qui n'est pas la bonne stratégie. Non. Vraiment pas. Non, mais tout le monde qui ont déjà passé par là vont te comprendre. Puis
J'étais très ne pas te fonctionnelle. juger au travers de ça. J'étais très fonctionnelle. Je le faisais pas non plus, pour que mes enfants me voient là-dedans non plus. Tout ça, tu sais. Est-ce que tu amenais à un état, parce que tu restes toujours en hypervigilance de la condition de ton enfant, est-ce que ton état toxique t'amenait à être pas fonctionnel dans la consommation? Tu comprends ce que je veux dire? Non, jamais, parce que j'étais Tu restes toujours en contrôle. J'étais très fonctionnelle. Okay. J'étais très fonctionnelle. Je restais fonctionnelle en tout temps. Sauf que ça m'amenait à être capable de retrouver un peu mon moi, tu sais, d'être capable de ricaner, d'être capable de me laisser aller, de pouvoir baisser un peu l'hypervigilance en lien avec, là, vas-tu faire une crise, es-tu correct, qu'est-ce qui se passe, tatata. On sortait même plus parce qu'on se disait, si elle fait une crise, qu'est-ce qu'on va faire, tu sais? Fait qu'on s'est beaucoup mis dans la solitude. Puis comme je disais, moi, c'est pas que j'avais honte d'elle, mais je voulais pas que les gens soient marqués par l'image que ça laissait d'avoir un enfant convulsé. Fait que j'avais tendance à vouloir beaucoup être plus chez moi, dans mes choses, puis tout ça. Fait que ça aussi, c'était pas évident, tu sais. Mais peut-être aussi que tu voulais pas non plus te montrer dans l'œil de l'autre dans cet état-là non plus. Non, mais ça paraissait pas. J'avais une belle manière d'être capable de le camoufler, puis tout ça. C'est vraiment mon chum qui, lui, il l'a vu, la descente, là. Vraiment Est-ce qu'il t'a donné des warnings que tu t'en allais vers là? Oui, tu décidais de les ignorer ou tu les voyais au moins? J'essayais de me prendre en main, sauf que les manières de coping extérieures étaient moins efficaces, mettons, que cette méthode-là en tant que telle. Okay. C'est paradoxal parce que tu travailles en santé. Oui. Tu as tellement un grand bagage, l'expérience de la santé mentale, l'expérience aussi de la consommation. Ouais. Tout ça, tu le vis. Comment tu réussis à en fait, ta force de résilience est impressionnante. Merci. Très impressionnant. Merci. Puis que tu réussis à faire une consommation, je dirais, raisonnable pour coper avec les symptômes. Mais je l'ai nommé quand même assez rapidement aux professionnels de la santé. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu vas prendre action rapidement. Il y en a qui vont rester dans la consommation beaucoup plus longtemps que ça, qui vont toucher plus profond, jusqu'à faire des tentatives de suicide. Je ne t'ai pas posé la question, mais est-ce que tu as pensé au suicide? Non, jamais. Donc, tu t'es pas rendu jusque-là? Non, je ne pouvais pas laisser mes enfants. Mon conjoint, je le sais, lui, au niveau de son état mental, lui, c'était de travailler, mais je savais qu'il était en mesure de s'occuper des enfants s'il y avait de quoi qui arrive, Mais moi, laisser mes enfants de ma propre initiative, c'est ça qui me maintenait à t'as un super conjoint, en tout cas. Oui. J'aimerais ça qu'on fasse le parcours de ta carrière, parce que, puis je n'ai pas oublié, on va parler de ta sœur aussi, parce que j'imagine que tout ça, c'est toujours dans ta tête. Tu as grandi avec une sœur avec des problèmes de santé, puis tu as dû t'en occuper probablement aussi, parce que la famille va chercher toute l'aide, dont l'aide des enfants. Tu as combien de différences d'âge avec ta sœur? Ma sœur, dans le fond... plus jeune et plus vieille? Elle est plus jeune que moi. Dans le fond, on est 4 enfants. Tu as moi, mon frère, on a 1 an et demi de différence. Après ça, tu as ma sœur, on a 5 ans. Puis, dans le fond, tu as mon petit frère. Fait que c'est ça, on est 4 enfants, puis j'ai 5 ans de différence avec elle. OK. Ton parcours d'infirmière, tu décides de vouloir servir la population. À quel moment? J'étais jeune. J'étais vraiment jeune. Là. Mon grand-père, il était diabétique, puis, mettons, il faisait ses taux de glucose. Je voulais les faire. J'aimais tellement ça. Il donnait ses médicaments aussi. Je partais avec le petit cop, je donnais. J'aimais ça, faire ça. J'ai tout le temps aimé ça, prendre soin de l'autre. J'ai tout le temps été très, très... aux aguets, très sensible à l'être humain aussi. Là. Okay. Bien des personnes pourraient dire en empathique. Plus que j'ai une approche sans filtre. J'ai pas peur d'approcher des sujets chauds. Tu me sembles très en contrôle aujourd'hui. Tu sors de l'école secondaire, puis systématiquement, c'est ce que tu veux faire dans la vie? Ah oui. Ton parcours a été par étapes.
pour en venir à aujourd'hui être infirmière clinicienne. C'est quoi les étapes? C'est quoi le premier cours que tu as pris? J'ai fait un DEP, Oui. fait un diplôme d'études professionnelles. Tu vas m'expliquer pourquoi tu es allé vers le DEP plutôt qu'aller vers... C'est tellement simple, là, c'est que cégep. au niveau de l'école, j'étais pas bonne. Fait que j'avais pas les Pas bonne ou compétences. t'avais pas... Ça t'intéressait pas? Non, j'étais vraiment pas bonne. Même si je mettais de l'énergie, j'étais pas bonne. Fait que, puis t'avais mon frère qui performait, il n'y avait même pas besoin de lever le petit doigt, là. Ouais. Puis, on va dire aujourd'hui, tu fais chier. Puis, tu sais, aujourd'hui, il a une super de belle carrière, il est militaire, tu sais. Puis, fait que ça n'en est pas sauvé. Non, lui, il s'en est pas sauvé. Ben, merci pour ton service, mon chum. Puis, dans le fond, puis mon petit frère, il a suivi les traces de mon père au civil. Il est, dans le fond, technicien en avionique. OK. Fait que c'est un peu drôle. Ouais. Sauf qu'il est mieux payé que ton père. Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, j'avais pas les notes. Okay. Mais je voulais tellement aller dans le domaine de la santé. Moi, je me voyais pas dans d'autres choses. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître dans ce que tu dis. Tu sais, de vouloir à tout prix faire du bien aux gens, de vouloir de servir la population. Puis je suis convaincu qu'il y en a beaucoup qui ont rêvé d'être docteur, infirmière. Puis ben, ce que je suis capable de faire, bien, ça va être infirmière auxiliaire ou préposée aux bénéficiaires. Tu sais, mais au moins, c'est un pas. Oui, j'aurais pas fait différemment parce que être préposé aux bénéficiaires ou être dans tous les corps de médecine, infirmière ou sur le plancher, tu es au patient. Plus que tu montes en scolarité, moins que tu as de contact franc avec les patients parfois, mais moi, c'est ça que j'avais besoin. Fait que, puis tu sais, de voir le patient dans toute sa vulnérabilité aussi, là, c'est ça que j'aimais beaucoup. Puis moi, j'y allais vraiment par vocation. Vraiment parce que ça faisait partie de mon âme, tu sais, de vouloir prendre soin. Tu du salaire, des conditions de travail. Ce qui est important, c'est de vivre de cette passion-là. Ah ouais. Puis après ça, j'ai fait mon DEC au T'es sortie, c'est infirmière auxiliaire au Québec après un DEP. Oui. Tu as pratiqué combien de temps comme infirmière auxiliaire? Infirmière auxiliaire, j'ai fait de 2012 jusqu'à 2016 quand j'ai été diplômée infirmière. Infirmière TCP. Au Québec, qu'est-ce qui est permis pour une infirmière auxiliaire? Infirmière auxiliaire, c'est vraiment, tu sais, on dit... Dans ta pratique, là. Ce que je trouve tellement malheureux, là, c'est qu'on ne peut pas évaluer. Tu sais, quand on est infirmière auxiliaire, on peut quasi tout faire. Tu sais, je veux dire, on peut aller aider au niveau du travail, du préposé aux bénéficiaires, tout dépendamment si tu viens par vocation ou non, tu sais. Est-ce que ça dépend du syndicat? On est pas mal avec la FIC tout le temps, fait que c'est pas mal le même syndicat. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par compétence, tu ne peux pas empiéter sur un autre métier. Tu ne peux pas faire... Non? Okay. Un autre métier, dans le fond, tu sais, comme moi, je ne peux pas prendre la responsabilité d'une infirmière. Mais tu sais, je pouvais très bien aider le préposé aux bénéficiaires. Ouais. Okay. Au même titre que le préposé aux bénéficiaires ne peut pas aller faire les compétences d'une infirmière auxiliaire. Est-ce qu'une infirmière auxiliaire a le droit d'administrer de la médication? Oui. Mais sous supervision? Non. Non? Non. Il y a certains médicaments qu'on est obligé d'avoir une DVI, qui est une double vérification infirmier. C'est-à-dire que tu as besoin d'avoir quelqu'un pour regarder la dose. Puis après ça, aller l'administrer au patient, tu sais. Okay. Mais tu sais, piquer, installer un soluté. Les solutés, on a le droit avec sans additifs. Fait que tout ce qui est de l'eau salée, de l'eau avec, tu sais, on pouvait l'administrer, mais s'il y avait du potassium à l'intérieur, on ne peut pas. Okay. De là, après 4 ans de pratique, puis on va en venir à certaines anecdotes, tu t'en vas pour le cégep. Oui. Donc, qu'est-ce qui est crédité de ton expérience? Rien. Tu recommences à zéro. Je recommence à zéro. Pour 3 ans? 4 ans que je l'ai fait. Parce que tu peux le faire en 3 ou 4 ans. Là. Oui. Moi, je l'ai fait en 4 ans. Mais à rien. Fait que j'étais assise dans la classe, puis moi, au lieu de me dire que, tu sais, la frustration de je l'ai déjà appris, tu sais, ben j'aidais les gens. Fait que, mettons, dans les laboratoires, ben des fois... J'ai déjà eu un cas comme ça à l'hôpital, puis voici ce que... Je montrais la technique, où j'accompagnais la personne, exemple, à apprendre à piquer, ou tu sais, des choses comme ça. Puis les professeurs, ils étaient vraiment le fun parce qu'ils voyaient la compétence en tant que telle que j'avais, puis le désir de vouloir aider l'autre. Fait que, tu sais, ils me laissaient beaucoup de lassitude par rapport à ça. Contrairement à l'armée, que quand tu arrives dans un nouveau métier, puis tu recommences, tu as eu de l'expérience, tu es qualifié dans un autre métier, ils vont te donner plus de misère parce que tu étais qualifié dans un autre métier puis tu avais de l'expérience. C'est intéressant. Donc, tu sors de là, infirmière.
Comment on appelle ça? C'est pas une infirmière clinicienne? C'est on joue avec les mots, Ouais. là, mais c'est une infirmière, c'est une technicienne, dans le fond. Une infirmière technicienne. Puis, il faut que tu fasses candidate à la profession d'infirmière avant. Fait que tu as un examen de l'ordre. Fait que durant l'été, tu te pratiques avec le rôle d'une infirmière en supervision, bien évidemment. Puis, après ça, tu fais ton examen de l'ordre. Et après ça, tu es accrédité. Tu es en droit de Tu pratique. as un numéro de pratique, puis tu es en droit de pratique. Okay. Est-ce que les infirmières auxiliaires font partie de l'Ordre des infirmières du Québec? On a un ordre, dans le fond, pour les infirmières auxiliaires, c'est l'OIIAQ pour l'Ordre des infirmières. Tout le monde va se rappeler de ça. Du Québec. Oui. Et tu as l'OIIQ, qui est juste l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Okay. Ça, c'est pour les infirmières. L'infirmière bachelière fait partie de cet ordre-là. Ouais. Et là, tu pratiques combien de temps comme infirmière? Comme infirmière, je pratique le temps de mon université, fait que 2 ans. Le temps de ton université. Oui. Donc, tu sors du cégep avec ta technique et tu t'inscris à l'université. Donc, tu sais que tu veux aller plus loin. Puis là, je vais te poser la question, pour quelle raison? C'était pas suffisant? Non. Là, tu pouvais administrer à peu près tout ce que tu voulais? Oui. Puis c'était juste pour aller chercher le plus de lassitude dans tous les départements où ce que tu peux travailler. Donne-moi un exemple de ce que tu as rencontré qui a fait en sorte que je veux aller chercher plus. Travailler, avoir des horaires plus plaisantes et familiales. Okay. Bon. Surtout. Si on parle de ça, ça va être controversé? Ça se peut. Oui. Ça se peut parce qu'à cette heure, les infirmières, tu sais, tu peux avoir des infirmières techniciennes sur le plancher à l'hôpital, exemple, sur des départements de médecine, mais tu peux avoir aussi des infirmières bachelières, tu sais. Ça ne différencie pas l'être, dans le fond, de l'infirmière en tant que telle. Non. À mes yeux, à moi. Oui. Sauf que ça a été catégorisé par le biais des postes que tu peux avoir. OK. Tu peux aller travailler en recherche. Tu as des cours à l'université que c'est le leadership. Fait que tu peux avoir des postes plus prédisposés à de la gestion en tant que telle. Tout comme. Fait que, tu sais, c'est l'ouverture que tu peux avoir. Comme moi, j'ai travaillé malheureusement, je travaillais, quand je suis arrivée en oncologie, je travaillais sur la salle des traitements. Fait que j'étais directement avec le patient en train de lui donner des traitements en onco. Parce qu'on va juste expliquer l'oncologie, qu'est-ce que c'est pour les gens? L'oncologie, c'est les patients, en fait, qui ont eu un diagnostic de cancer. C'est soit curatif, ça veut dire que, exemple, on a une rémission. Le soin d'une rémission, ou palliative, qui est il n'y a pas de rémission possible. Puis palliative, dans ce domaine-là, dans cette compétence-là, c'est pas de dire c'est dans 6 mois. Là. Tu sais, palliative, ça peut être juste on ne sera jamais capable de traiter le cancer en soi. On va exemple, diminuer la vitesse, mais on ne pourra jamais le traiter à 100 Fait que, tu sais, les nuances étaient vraiment importantes là-dedans. Puis, moi, j'arrivais à la salle des traitements, fait qu'on venait tout nouvellement de faire en sorte que les infirmières qui étaient là sur ce plancher-là, dans la salle des traitements, c'était des infirmières techniciennes qui, à l'époque, il n'y en avait pas, tu sais, d'infirmières bachelières. Et moi, j'étais la première qui allait, dans le fond, travailler dans cette salle-là des traitements. Fait que j'étais un peu vue comme une rivale, hein, parce que aussi les postes qui allaient être annoncés de leur propre poste à eux allaient être pour des infirmières bachelières. Fait que c'est là le nuancé des fois, c'est que on considère que c'est une spécialité, fait qu'on va mettre ça pour les infirmières bachelières, mettons. Fait que... Est-ce qu'il y a une gestion des horaires différente que les autres postes? Pourquoi? C'est quoi la différence? Tout dépendamment de quel département tu veux travailler et de quelle spécialité tu veux travailler. Okay. Comme exemple, si tu travailles sur le département en tant qu'infirmière bachelière, en médecine, tu vas avoir la même horaire que les filles qui travaillent en médecine comme infirmières. Okay. On est toutes pareilles. Et vous ne serez pas priorisé parce que vous avez plus d'études? Non, parce que tu es assis sur ton poste, c'est le poste que tu as choisi, exemple, mais c'est ça que tu fais. T'sais. Le salaire va différer, ça c'est certain. Y a-t-il de la jalousie au niveau des différences salariales?
Je te dirais les contextes. Bien, le contexte de jalousie va être au niveau du salaire, au niveau des horaires de travail. des horaires de travail. C'est du 8 heures de travail? Ça dépend des hôpitaux, là, mais en moyenne, oui, à peu près. Est-ce qu'on a des chiffres de 12 heures au Québec comme en Ontario? Il y en a à certains endroits, comme à l'urgence, aux soins intensifs. Peut-être d'autres départements, là. Mais c'est vraiment propre à chaque hôpital. Puis à chaque hôpital, puis c'est propre aussi chaque convention collective au département. Parce que la convention collective, les infirmières, on est toutes dans la même, c'est la FIC. Okay. Que tu sois infirmière auxiliaire, infirmière avec la technique ou le bac, tu es avec la FIC. OK. Donc, tu peux travailler un chiffre de 8 heures comme tu peux travailler un chiffre de 12 heures, puis ça dépend de où est-ce que tu es et qu'est-ce que tu fais. Oui. Parfait. Quand tu dis qu'il y a des inégalités, à quoi tu fais référence? Ben, des fois, c'est des choses un peu le temps supplémentaire. Oui. Ben, une infirmière bachelière, si elle n'a pas été faire 40 heures dans sa semaine, oui. Ben, si tu es à temps partiel, par exemple, puis tu fais 32 heures, ben, tant que tu n'as pas atteint le 40 heures, tu n'es pas payé à temps supplémentaire. OK. Tandis qu'une infirmière, exemple, qui est technicienne, qui a un temps supplémentaire, à moins que ça allait... Là, il y a une nouvelle convention collective qui a changé. Même ça sur se peut des que ça allait doubles, changer. ce qu'on appelle des doubles. Ouais. Là, Si tu n'as pas fait ton 40 heures, tu ne seras pas payé en temps et demi, mettons. C'est ça. Si tu es en double ou temps et demi? Temps et demi. OK. Oui. Fait qu'il y a des choses qui diffèrent, puis tu sais, je veux pas me faire lancer des roches. Il y a une nouvelle convention, je puis ces planchers, tu sais, à l'hôpital, tout ça, je sais un peu moins comment ça fonctionne. Mais je pense pas que tu as été très controversé à juste nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Oui. Fait qu'il y a des différences comme ça, la différence de salaire aussi. Les différences de poste, ça, c'est très controversé parce que, comme je t'ai expliqué tantôt, exemple, la salle des traitements en oncologie avant qui pouvait être accessible aux infirmières techniciennes, bien là, c'est rendu des bachelières. Fait que si tu veux aller sur ce poste-là, il faut que tu aies ton bac. Ouais. Fait que c'est bien malheureux parce qu'avant... Fait que toi, ça te frustrait de ne pas être capable d'avoir accès Bien, je voulais m'ouvrir le plus de portes possible. Fait que moi, mes parents m'ont dit, tu vas à l'école, on est là pour toi. Fait que j'ai dit, OK, je m'en vais faire mon bac, je le fais jusqu'au bout. Ouais. Puis, je vais avoir toutes les opportunités. Fait que si je veux travailler sur le plancher, je vais pouvoir. Si je veux une spécialisation, je vais pouvoir le faire. Ce qui fait aujourd'hui que j'ai mon poste que j'ai maintenant, qui est un poste magnifique. Puis... Parce que tu travailles en oncologie? En ce moment, je travaille avec les patients orphelins, les patients sans médecin de famille. Fait que le GAMIF. Tu travailles avec tout le Québec? Au Québec. C'est une blague. J'aimerais ça, mais j'en ai déjà beaucoup dans mon secteur. Mais on travaille beaucoup par réseau local de santé. Okay. Fait que j'ai un RLS qu'on appelle, qui ne m'appartient pas, mais que j'ai à cœur. Réseau local de santé. Oui, c'est ça. Puis, en fait, justement, les patients qui sont sans médecin de famille, ils vont m'approcher pour toutes sortes de raisons. Là. Puis, on peut faire l'inscription sur la liste d'attente, de l'ajustement de dossier aussi. On est rendu qu'on offre des services comme faire des bilans de santé, dans le fond, faire des prises de sang. C'est tout érigé par des conseils qui ont émis des ordonnances collectives. Fait qu'une ordonnance collective, c'est que si tu as tous les critères, tu peux l'appliquer. Fait que moi, je peux faire des prises de sang à travers ça. Je peux faire... tu sais, j'ai un très, très grand champ d'expertise que je peux utiliser. Qu'est-ce qui est une super infirmière au Québec? C'est une infirmière praticienne spécialisée. Donc, clinicienne et praticienne, c'est deux choses complètes. Bon, vas-y, démêle-moi ça. Fait que l'IPS, en fait, c'est une personne, une infirmière qui est allée chercher, en fait, une maîtrise. Elle va être prescriptrice. Moi, j'ai un droit de prescrire, mais c'est érigé par des ordonnances collectives, qui est des conseils. Donc, tu ne peux pas prescrire tout. Je ne peux pas prescrire si elle ne remplit pas le code de l'ordonnance collective. Tandis que l'infirmière praticienne, elle, est chapeautée par un médecin, mais elle a une pratique autonome. Puis, elle peut prescrire, elle rencontre un patient dans son bureau, elle peut prescrire des prises de sang, des médicaments, faire des références, tout ça. Elle est très autonome. Sa limite arrête où? Ça serait une bonne question. OK. Oui. C'est une bonne question, mais la limite, souvent... Parce que les médecins ont une limite au niveau de la médication aussi, tu sais, quand
qui est davantage le rôle du psychiatre. Ouais. Au niveau de la super infirmière aussi, j'imagine qu'il y a des limites, mais tu n'es pas capable de nous Ça, informer pour ça, davantage. non, pas plus. Correct. Si les gens en commentaire ont envie de nous instruire davantage, faites-le, ça va nous faire grand plaisir. Mais moi, je te remercie beaucoup de nous informer, en plus de témoigner de ton parcours de vie, parce qu'on n'oublie pas que tout au long de ta pratique, de ton ascension aussi scolaire, pour en venir à être infirmière clinicienne, tu as vécu des choses qui sont très difficiles. Tu as une vie de famille, 3 enfants en 27 mois, c'est énorme. Est-ce que vous avez pensé, non, mais les événements sont arrivés davantage vers ton 3e enfant que tu as vécu le premier traumatisme. Est-ce que tu crois que ta pratique t'a bien outillé à faire face à ces situations-là? Oui. Pour plusieurs raisons. Juste quand j'allais à l'hôpital avec ma fille, moi, j'étais dans mes pantoufles. Fait que j'étais capable de mettre l'intensité d'une maman de côté pour faire place à... Je comprends ce qu'ils font. Parce que tu as eu à gérer des mamans comme toi, là. Oui, quand même, tu sais, des familles, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, dans le fond, quand tu accompagnes quelqu'un qui est complètement dans l'innocence de la santé, qu'il charcute ton enfant parce qu'il faut qu'il essaie de la piquer, ils n'ont pas le choix, toi, tu vois ça comme, tu sais, tu aurais le goût des battre ou, tu sais, peu importe. Mais moi, je le savais c'était quoi la cause en arrière de tout ça, tu sais. Fait que j'étais très empathique envers les démarches qu'ils faisaient parce que je savais que c'était pour le bien de mon enfant. Fait que quand que je tenais mon enfant, mais je la tenais parce que je voulais pas qu'elle se fasse piquer 12 fois, tu sais. Fait que j'étais vraiment capable de mettre l'émotivité de côté. Durant la compréhension aussi de la maladie aussi de mon enfant, tout ça. Tu étais capable d'évaluer aussi les soins qu'on donnait à ton enfant parce que tu connaissais la pratique l'équipe médicale, des autres spécialistes. Ils m'ont fait confiance, puis ils me font encore confiance aujourd'hui dans le sens que de la médication d'urgence comme celle-là intrarectale, maintenant, tu sais, on a eu... Tu sais, tout est prescrit, là. C'est vraiment des discussions qu'on a ensemble, puis tout ça. Puis chaque enfant ou chaque personne qui vive une situation médicale va avoir des approches médicales puis des prescriptions. Mais moi, vu que j'ai des connaissances médicales, ils peuvent m'autoriser à donner jusqu'à 2 fois la dose de diastat, tu sais, une première fois. Après ça, je peux la redonner une 2e fois et m'en aller à l'urgence après. Tandis qu'avant, c'était automatiquement, tu donnes une dose, tu vas à l'urgence, tu sais. Fait que ça nous donne un petit peu plus de champ de pouvoir, OK, là, elle fait dodo. Un petit peu plus de temps et de distance. C'est ça, elle fait dodo, elle est dans son lit, elle est confortable, je l'évalue, tout ça, s'il y a de quoi qui arrive, tu sais. Puis aussi, au niveau de mon processus de santé mentale aussi, de me questionner. Hey, c'est pas facile là, de se regarder puis de faire mais j'ai autocritique. l'impression que ça appartient pas nécessairement à ta formation, à tes formations. Mais j'ai envie qu'on parle de Mélissa dans le sens que tu es une personne très résiliente. Ça vient de où, cette résilience-là? Papa, maman, l'éducation? Oui, les deux. Les deux, parce qu'automatiquement, je pense que... Tu sais, quand il y a eu ma sœur handicapée à la naissance, que ma mère elle a su, là, parce que... Est-ce que tu as l'impression d'être devenue une adulte trop rapidement? Trop rapidement, non, parce que ça m'a tellement aidée pour tout ce que j'ai vécu puis tout ce que je vis maintenant. Mais oui, j'ai été un adulte tôt. Tes parents étant militaires, tu as vécu dans un cadre. Un cadre très précis. Ça de la façon dont tu le dis. Mais c'était pour notre bien, tu sais. C'est juste que c'était comme ça, c'est tout. Pas de, tu sais, c'est de même que ça marche. Tu sais, fait que on n'était pas élevés comme des militaires, mais... Oui, il y a une... je comprends. Puis tout le monde comprend. Il y a une certaine forme de rigidité. Oui, c'est ça. Oui. Ta petite sœur, à quel moment tes parents apprennent l'existence de la maladie? À la naissance, elle avait des traits qui faisaient en sorte que ses mains étaient plus fermées, ses oreilles étaient plus petites, le visage était différent un peu. Tu avais quel âge à ce moment-là? Moi, j'avais 5 ans quand elle est née. Okay. Puis après, ça a été vers, je me rappelle pas, c'est à quelques mois de vie là, que ma mère
là, il faut aller consulter plus loin. Là, il y a quelque chose d'anormal. Au niveau du développement aussi, mettons, à 3 mois, 6 mois, tu es supposé de faire telle ou telle chose, mais ma soeur ne le faisait pas. Fait que, ils ont embarqué dans l'engrenage quand même assez trop là, de tous les suivis, ergothérapie, physiothérapie, les rendez-vous aussi chez le pédiatre. Elle avait un souffle au cœur qu'il a fallu qu'elle se fasse opérer. Comment tes parents se comportaient dans tout ça? Ça paraissait pas. Ils étaient en contrôle de leurs moyens, là, puis... Tu vois-tu une ressemblance avec toi? Oui, quand même, oui, vraiment. Puis, tu sais, je suis contente que ma mère m'ait transmis ça, puis que mon père m'ait transmis ça aussi, parce que je sais pas comment j'aurais fait. Bien, t'as pas le choix. Ouais. Tu sais, t'embarques là-dedans, t'as pas le choix, là. Mais, tu sais, d'avoir eu... Mais ma mère, ça y arrache le cœur de voir que sa fille... Elle aurait tout pris sur ses épaules pour ma soeur, puis... Mes enfants vont bien. Que sa fille a joué le même rôle qu'elle. Ça la détruit. Ça la détruit. Encore aujourd'hui? Oui. Parce que, tu sais, ça te rentre dans ta vulnérabilité. Quand tu es dans le brouhaha de l'action, tu n'as pas le temps de t'arrêter puis de penser à 4 enfants, l'armée, Fait que, tu sais... Oui, parce qu'il y avait des carrières militaires qui étaient en parallèle de tout ce qui se passait dans la maison. Oui, puis tu sais, ce qui a permis aussi de ne pas être postée souvent, c'est que ma sœur... Elle avait déjà de la misère. Son langage était francophone. Fait qu'ils ont pu faire comprendre que c'est important de rester dans un domaine francophone pour pas obliger ma sœur à parler, mettons, en anglais ou quoi que ce soit. T'sais. Ou d'être obligé de refaire les liens médicaux, les services, les soins. Ouais. Tout ça est établi. Puis je me rappelle, quand moi j'ai servi, il y en avait beaucoup sur le plancher qui chialaient parce que un ou l'autre avait des restrictions de déploiement à cause d'un enfant qui avait de la difficulté. Ouais. Aujourd'hui, on comprend bien que c'est nécessaire et obligatoire d'être muté le moins souvent possible. Mais vous n'avez pas évité la mutation, vous avez quand même été muté dans la carrière. On a quand même été à Saint-Jean, parce qu'il y avait une école pour les déficients intellectuels. Fait qu'on a pu bénéficier justement... Donc, c'est une mutation favorable pour le développement de ta sœur. Ouais. Ta sœur, combien d'enfants tes parents? 4. 4 enfants. Ta sœur est la numéro? 3. 3. OK. Puis toi, tu es arrivée? Première. Oui. OK. Donc, tu es la plus vieille. Ouais. Je pense que là aussi, on peut... les premiers enfants sont... Je sais pas, je parle peut-être au travers... J'ai souvent entendu que c'est des enfants responsables. Je n'ai pas dit plus responsable, je dis des enfants responsables. Parce que je ne veux pas me faire crier après. Moi, je suis le deuxième, je suis responsable. Oui, tout le monde est responsable, mais les premiers enfants, souvent. Mon frère puis moi, on était tellement près que, dans le fond, de devenir très mature, très jeune, puis d'aider mes parents, puis tout ça, les deux, on avait 18 mois de différence, là. Fait que les deux, on a été vraiment... Quel genre de soins que tu prodiguais à ta sœur ou quel genre d'attention tu avais pour ta sœur? Bien, ma sœur, dans le fond, même encore aujourd'hui, elle a à peu près 4 ans d'âge mental, là, puis elle est née en 98, là. Fait qu'elle a 26 ans, si ma mémoire est bonne. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que... elle va avoir 26. Ça fait en sorte que... quand elle avait 4 ans, elle n'avait pas 4 ans d'âge mental, on s'entend. Ouais. Elle était beaucoup plus... mes parents, le travail de tout le monde ensemble, ça l'a fait en sorte que ça l'a emmené à avoir la maturité de 4 ans. Puis, c'était beaucoup de stimulation. Tu sais, ma mère, c'était des orthèses sans arrêt, des rendez-vous aussi chez le physio, l'ergo. Il faut que tu produises. Ce qui t'enseigne, il faut que tu le reproduises à la maison. C'était beaucoup demandant. L'hygiène. Bien entendu. Encore aujourd'hui, elle ne se lave pas toute seule. Ma mère prend sa douche encore aujourd'hui avec elle. Excuse-moi, maman, les détails, mais tu sais, c'est juste pour faire miroiter à quel point que, tu sais, l'intimité, t'en as pas, là. T'en as plus, là, tu sais. Mais comme tu vis aussi avec ta fille, avec les traitements... les traitements rectales. Bien entendu. Ça l'amène beaucoup d'humilité. Ça l'amène une vision de la vie qui est complètement différente. Qu'est-ce que tu aspires dans ta vie avec toutes ces difficultés-là?
C'est sûr que je veux être le meilleur de moi-même. Tu sais, tout bon parent va dire je veux la meilleure version de moi-même. Mais tout le processus que j'ai fait, tu sais, un peu les dérapes que j'ai eues ou quoi que ce soit, ça n'a jamais été mal intentionné. J'ai toujours essayé de trouver le comment du pourquoi. Je fais toujours et je ferai toujours l'introspection pour donner la meilleure version de moi-même à mes enfants. Je veux tellement leur donner de l'amour, parce que, tu sais, le plus intense dans une vie, c'est de recevoir l'amour, tu sais, de quelqu'un que tu aimes, que tu apprécies, tu sais. Puis, tu sais, je veux juste aussi, tu sais, un de mes buts principal aussi, c'est de sensibiliser, excuse-moi, les gens, tu sais, à la maladie d'un enfant dans une famille, l'épilepsie, tu sais, je veux essayer de retrouver aussi la vie la plus normale possible, normale. Est-ce que vous êtes assis, toi et ton conjoint, pour vous demander planifier les prochaines années, planifier peut-être même la retraite? On dirait qu'on a arrêté un peu de se projeter trop loin parce que ça l'a tellement changé. Tu sais, à chaque jour, ça pouvait changer, même encore aujourd'hui. Tu sais, je viens de tourner le podcast, mais j'ai pas la conscience tranquille. Tu sais, mon téléphone. Je suis obligé que mon téléphone soit ouvert parce qu'il est possible que j'ai un appel de ma fille. En tout temps. Fait qu'en backup, j'ai toujours ça, tu sais, en arrière de la tête. Puis, nous, elle n'a jamais été stable jusqu'au mois de juin. Tu sais, ça, c'est une méchante de belle victoire parce qu'on avait juin qui vient de passer, oui. Parce qu'avant, c'était sans arrêt à tous les jours, toutes les semaines. Ça n'arrêtait plus. C'était tout le temps des crises. Fait qu'elle a développé en plus un retard global sévère de développement. On souhaite qu'elle va le rattraper. Oui. Mais on le sait pas, tu sais. Ça, c'est sans oublier ma fille, ma milieu. Elle a déjà fait une crise de convulsion, justement, sur de la fièvre. Ça s'est arrêté à ça parce que la mutation peut faire plusieurs types. Mais, tu sais, ça te reste dans la tête quand même, tu sais. Il est possible que tu aies un deuxième enfant avec la même, même diagnostic. Tu sais, ton garçon fait des affaires bizarres, mais tu te dis que ça doit être ça. Mais j'ai tout le temps eu une équipe médicale qui ont su répondre à mes questions. Puis, tu sais, mon garçon, quand il y avait des trucs, vraiment stressant, bien, on le mentionnait, puis il a fait faire des EEG, tu sais, pour voir si c'était pas ça. Finalement, tout était beau. Fait que, tu sais, j'aspire à avoir plus de calmeté, d'être plus calme, tu sais, de profiter plus de la vie. Vraiment, là. Tu sais, ça a l'air un peu cliché, là. Est-ce que tu penses que tu peux bénéficier de plus d'aide? Oui. Pour une meilleure qualité de vie? Oui, mais je suis capable d'aller les demander. OK. Puis ça, je suis vraiment contente parce que je suis capable de les demander. C'est sûr que le système, des fois, fait en sorte que tu peux pas les avoir trop rapidement. Là. Entre être capable de le demander dans un cas de besoin extrême, puis de le demander de façon préventive, serais-tu capable de faire ça aussi? Je le fais de façon préventive. OK. Oui, vraiment. Fait que t'attends pas d'avoir les deux épaules dans le mur puis de dire, là, j'ai besoin d'aide. Ah non, faut pas. Faut tellement pas, là. Puis ça sert à rien. Ça sert à... Mais c'est parce que au même titre que tu dis, je veux pas imposer ça aux gens, ouais. Tu sais, de demander de l'aide, c'est que tu imposes, dans le fond, ta charge, ta responsabilité aux autres d'une certaine façon. Les gens le comprennent, les gens l'acceptent, au contraire, sont là par bonté de cœur. Ouais. Mais ça reste qu'il faut que tu vives avec l'émotion de... Faut toujours que je demande de l'aide, tu sais, j'ai toujours besoin des autres, puis ça, ben c'est difficile à vivre aussi. Oui, puis tu sais, c'est arrivé, là, durant un gros party, on décide de sortir... en fin de notre cabane, puis on est dans une grosse réunion familiale de plein de monde qu'on n'a pas vu depuis longtemps, tu sais. Puis ma fille, elle a convulsé, tu sais. Fait que, tu sais, ça t'emmène, tu sais, à... Tu sais, c'est toute l'image, tu sais, mais ils ont tellement bien réagi, ils ont pu comprendre aussi, peut-être un peu. Tu sais, je veux dire, ils le comprenaient déjà, mais de le voir, des fois... T'es-tu tannée des fois de raconter ton histoire? Non. OK. Je serais jamais tannée. OK. Je serais jamais tannée. Les employeurs? Merveilleux. Je suis vraiment chanceuse. Fait qu'on remercie Hydro-Québec, on remercie j'imagine... Le CIUS de l'Estrichu, dans le fond. Merci. Mais oui, je suis vraiment, vraiment chanceuse, tu sais. Puis Hydro-Québec aussi ont tout le temps été super d'adon, tu sais. Mon chum, même s'il est sur des jobs, s'il arrive de quoi... c'est pas rien que l'employeur, c'est les employés. Ouais. Je veux juste souligner encore une fois ton amoureux parce que travailler comme monteur de ligne, c'est un job à haut risque. Ah, ça n'a pas de sens. Puis d'avoir la tête à la maison,
puis d'être capable de faire son boulot, là. Moi, je lève mon chapeau. À tous les jours, je ne sais pas comment il fait. Là. Il y a du 14 000 volts autour de la tête. J'ai l'impression que des fois, ils disent que... Je ne sais pas d'où j'ai entendu ça, mais j'ai l'impression que les êtres humains... On envoie des défis à des êtres humains qui sont capables de les relever. Oui. J'ai l'impression. Tu dis que tu as travaillé beaucoup en oncologie. Oui. Qui est en fait l'administration de soins pour les gens qui sont aux prises avec le cancer. C'est quoi ta relation avec la mort? Je pense qu'on n'a pas le contrôle de quand ça va arriver. Parce que de mettre une étiquette sur quelqu'un en disant que tu vas mourir dans 6 mois, je trouve que c'est très absurde. On ne devrait pas faire ça? Non. Pas à mon avis. On peut dire qu'environ, tu sais. La plupart des patients le demandent. Combien de temps qu'il me reste à vivre? Oui. Mais tu sais, de mettre une étiquette dans 6 mois, t'es mort, puis tu sais, ça j'ai bien de la misère avec ça. Puis, parce qu'il y a des fois, tu sais, il y a des patients ou il y a des gens autour de nous que ça va durer tellement longtemps, tu sais. Moi, ce que j'aimais beaucoup en onco, c'était la personne vient, elle vient de partir de chez eux. Tu la traites, tu es probablement la seule personne qu'elle a vue, ou tout presque, depuis le dernier traitement qu'elle a eu. Souvent, ils venaient accompagner des fois, tout ça. Puis après ça, ils repartent, tu sais. Fait que moi, j'essayais d'emmener beaucoup ça positivement. J'essayais beaucoup d'emmener ça, tu sais, ou d'être là avec l'être humain en toute vulnérabilité. C'est pour ça que je disais tantôt, moi, j'ai pas de fermeture, là, tu sais, là. Puis j'essayais beaucoup d'apporter de la légèreté. Parce que probablement que c'est là qu'ils ne se sentent pas jugés, tu sais. Parce que tout le monde autour d'eux reçoivent un traitement pour le cancer, tu sais. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis, tu sais, les gens, tu les vois dans toutes les sphères de leur processus de la maladie. Puis des fois, j'en avais, tu sais, qui étaient, tu sais, ils pouvaient pas... être en rémission de ce cancer-là, tout ça. La résilience, tu sais, heureux, bien. Je dis pas que c'était toujours comme ça, là. Non, parce que tout dépendamment de l'âge à lequel tu avec la maladie, là. Même, exemple, avec ma fille, à un moment donné, tu sais, ça se peut qu'elle arrête de respirer après une crise, tu sais. Mais j'essaie de donner mon mieux à chaque jour, tu sais, puis de l'accompagner du mieux que je peux, comme je peux, avec ce que j'ai, pour justement lui donner le plus beau, puis qu'elle fasse en sorte que sa maladie prenne pas dessus sur elle-même. Tu sais, moi, je veux qu'elle défonce des barrières, puis tu sais, ma petite fille, tu sais, ma fille, après elle, qui a le réflexe d'aller à sa tête quand elle fait une crise, puis de dire « Océane, reviens, je t'aime, je suis là pour toi ». Elle avait 3-4 ans. Là, elle a 4 ans, là, mais elle avait 3 ans, puis elle faisait ça. Mon garçon, il avait 2 ans à l'époque, là, qui amène la petite trousse rouge, parce que quand on part, on ne peut pas partir sans notre trousse avec la médication, tu sais. Mais qui amène, puis qui dézippe le truc parce qu'il sait qu'on va lui donner, tu sais. Ouais. C'est fou comment que... faut que tu essaies de voir du beau, malgré que c'est tragique, là. Tu sais, veux pas, là. Ton enfant devrait pas être à tête de ton autre enfant qui convulse pour lui dire tout ça, tu sais. Puis là, tu sais, ma fille... T'as vécu ça avec ta soeur? Ben, tu sais, j'avais pas la peur de mourir pour ma soeur. Mais, tu sais, je dormais souvent avec elle. Tu sais, je niaisais beaucoup avec elle. J'essayais beaucoup justement, de pas... que la maladie soit pas présente. Que l'handicap soit pas présent. Tu sais, je trouvais ça plus dur, la vue des autres sur ma soeur que moi, tu sais, parce que moi, je la voyais normale, tu sais, dans le fond, là. Ouais. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je pense que c'est impressionnant à tous les niveaux, même tes parents. Tu sais, c'est un parcours de vie extraordinaire. Hein? Je pense que c'est pas à tous les jours que les gens font face à de l'adversité aussi grande que ça, puis qu'on voit une grande résilience. Oui, il y a eu des méthodes adaptatives, un peu de consommation au travers des états de stress post-traumatique. Puis là, ça devient un cas complexe parce que c'est les cas complexes de PTSD sont plus durs à traiter. Tu continues encore la psychothérapie? Oui.
Puis j'ai vraiment un service super, là. Puis, tu sais, mon médecin, j'appelle les secrétaires, j'ai besoin d'eux autres, elle va être disponible. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier aussi la pharmacie communautaire. Tu sais, la pharmacie, là, ouais. que tu t'en vas... Tu veux dire la pharmacie au coin de chez vous? Oui, la pharmacie au coin de chez nous, là, les pharmaciens, tu sais, qui connaissent ton histoire de A à Z, qui reçoivent les prescriptions, qui font toutes les recherches, l'équipe en arrière de ça, qui te voient, puis qui te demandent, puis Océane, vas-tu bien, es-tu correct, elle a-tu été hospitalisée, puis l'école, comment ça va? Tu deviens comme une famille. Les ambulanciers, quand ils entendaient mon adresse ou quand ils entendaient la rue, ils savaient que c'était pour nous autres, tu sais. Fait qu'on a développé des liens où ce que ça permettait de vraiment désalourdir l'ambiance, tu sais. On y allait plus... j'avais pas besoin de réexpliquer mon histoire. Ils la connaissaient, avec Océane. Ça fait du bien, ça. Oui, mais ça venait les chercher un peu plus. C'est normal. Tu sais, veux pas. Puis, mais tout ce monde-là, chaque acteur qui ont fait partie puis qui font partie encore de notre vie, l'école qui a décidé de nous rencontrer pour avoir une PH, qui est une préposée aux élèves handicapés, qui est une personne qui suit ma fille au pas, tout le long qu'elle est à l'école, pour que moi, je puisse avoir la conscience tranquille, tu sais, le CPE qui l'ont accueilli, tu sais, tout ça, là, tout ce beau monde-là fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, je suis capable d'avoir confiance qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut s'occuper d'elle, autre que moi puis papa, tu sais. Est-ce que tu donnes la permission de vivre des émotions? Oui, mais c'est difficile. T'es caches? Oui, parce que la médication fait en sorte que ça stabilise plus l'humeur aussi. Oui. Le pourquoi que j'essaye un petit peu de la diminuer un peu pour me sentir plus vivante. Ouais. Ressentir davantage. Ouais. Ressentir davantage. Puis, j'étais une braillarde en n'en plus finir avant. Au travail? Au travail, non. J'étais capable de faire la coupure? Oui, j'étais capable de faire la coupure. Mais... tu sais, je pouvais pas mettre un genou à terre là, quand j'avais mes enfants à temps plein, j'avais pas de garderie. Là. Fait que le genou à terre, je l'ai mis tu sais, quand ils ont commencé la garderie, mais sinon, je les vivais pas, mes émotions. Puis tu sais, même encore aujourd'hui, c'est difficile. Si les gens voulaient vous aider, ce serait de quelle nature? Vous aider à faire l'épicerie, vous aider à faire du ménage, vous aider à faire... C'est quoi le genre d'aide que vous avez besoin? Le ménage, je pense, c'est toutes les familles, là. Seigneur. Non, mais on comprend que vous avez des grandes responsabilités au travers de tout ça, mais... Le support. Oui. Le support, tu sais. Puis si les gens voudraient vous aider, communiquent comment avec vous autres? Ben moi, c'est beaucoup Facebook. Est-ce que tu accepterais l'aide des gens? Oui, ça dépend. C'est sûr que j'ai de la misère. J'ai beaucoup de misère. Je donne énormément beaucoup. J'ai vraiment beaucoup de difficultés à recevoir. Vraiment beaucoup. Parce qu'on dirait que moi, c'est à sens unique. Là. Oui. Mais c'est un travail sur moi que je travaille et que je fais. Parce que je vois que tu travailles pas juste dans ton boulot, tu travailles à te rétablir, tu travailles auprès de ton enfant, tu travailles à essayer de sensibiliser, démocratiser ces maladies-là. Tu as toujours une sœur qui est aux prises avec la maladie, tu as toujours des parents, puis heureusement, tes parents sont encore ensemble, sont encore là pour vous autres. La belle famille est là, ton chum est en santé, mais même si en apparence, tout roule comme sur des roulettes, je suis convaincu que tu bénéficierais d'un petit coup de main. Oui. Merci infiniment d'avoir passé au Soundcheck Podcast. J'ai apprécié énormément ta candeur. Je suis sur le cul par rapport à ta résilience. Je veux remercier tes parents encore une fois pour le boulot qu'ils ont fait. Je veux les remercier pour leur service. Je remercie la famille aussi qui ont servi des Forces armées canadiennes. C'est autant les familles aussi. Tu es probablement plus kaki que moi aujourd'hui de par ton parcours. Je vais porter le casque. Exactement. Je t'avais dit, c'était une anecdote à nous raconter. Puis je vais finir le podcast avec ça. Mais je ne te ferai pas porter le casque. Je vais te demander, c'est quoi le plus beau moment que tu as passé avec ta famille? C'est dernièrement, j'avais approché Make-A-Wish en sachant pas... Qui était rêve d'enfant? Oui, en sachant pas ce qui allait se passer avec l'état de santé de ma fille. Puis en septembre, on est parti 7 jours, 8 jours, 7 nuits, les 5 ensemble,
sur un... Tu sais, c'est Give Kids the World, qui est un site qui a l'accès aux familles qui sont aux prises avec des situations de n'importe quel type, un peu comme la nôtre. Puis, je suis partie en quiétude, là. T'as même pas idée à quel point. J'avais même pas besoin d'assurer. C'est juste l'assurance pour ma fille, l'enfer. Ouais. Il avait checké les hôpitaux, ce que je pouvais l'envoyer si jamais elle avait une crise. Pas avoir à me soucier du classique de t'es logé, nourri, toute la patente. L'auto fourni. Il y avait quelqu'un qui nous accueillait avec la pancarte. De voir mes enfants émerveillés, tu sais, c'est... Vous êtes allé où? À Walt Disney, Universal Studios. Puis juste le site en soi, c'était majestueux. On a tellement été gâtés. Ça n'a pas de sens, là, tu sais. Puis ça, ça a été probablement un des meilleurs moments de ma vie. Okay. Vraiment. Est-ce qu'il prenait en charge s'il arrivait quoi que ce soit avec les convulsions? Oui. Il avait déjà cherché les hôpitaux ou la transférer, tu sais. Mélissa Bédard, merci infiniment d'avoir passé au Soundcheck Podcast Studio. Je vous souhaite une belle vie. Je vous souhaite que ce soit un fleuve un peu plus tranquille. ça sera jamais un fleuve tranquille. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ton service. C'est la raison pour laquelle je voulais élargir le podcast aux premiers répondants, parce que c'est une nature très similaire à ceux qui ont servi les Forces armées canadiennes. Et je voulais qu'on montre aussi que l'état de stress post-traumatique appartient pas juste à l'armée. C'est pas les méthodes, les mécanismes causaux peuvent être semblables, les symptômes peuvent être semblables, puis on peut se reconnaître dans la maladie. On n'a pas besoin nécessairement d'avoir vécu la chose la plus dramatique du monde. Tout a, comment je pourrais dire ça? Des fois, ça n'est pas d'un seul événement, mais des fois d'une série d'événements. Puis aujourd'hui, on a entendu ton histoire. Je suis privilégié d'avoir été aux premières loges. J'espère que les gens vont être en mesure de comprendre, de peut-être aussi se reconnaître dans ton histoire. Je le souhaite. Et que ça va donner espoir aussi aux familles, que c'est possible de s'en sortir, même si la vie nous met sur notre chemin beaucoup de difficultés. Mélissa, merci. Je te souhaite bonne chance. À tous les auditeurs, merci d'avoir été là encore une fois au Soundcheck Podcast Studio. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur nos réseaux sociaux, la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast, ainsi que celle de la TVC 22, Facebook, Instagram, TikTok, Steven Bilodeau, humoriste, parce que c'est ce que je fais dans la vie. Je vous souhaite une belle journée et on se donne rendez-vous au prochain épisode du Soundcheck Podcast Studio. Ciao!